Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence Based Physio Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Amélie Kéchichian. Bonjour Amélie, Salut, comment tu vas? ça va bien, merci. Ça va très bien. Ok, cool. Est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir. Donc Amélie Cachichian, je suis kinésithérapeute. Je travaille actuellement en tant que maître de conférence c'est très récent, depuis le mois d'octobre à l'université de Grenoble, donc au département kiné au sein de l'UFR de médecine, Félicitations. et dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le laboratoire pardon, Sens à l'UGA. Ok, félicitations pour ça. Et du coup, Voilà. Merci. je, je chante un peu le truc prévu, mais comment on fait pour devenir maître de conférence? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Comment on fait pour arriver là? Là, le poste de maître de conférence, c'est, si tu veux, le premier échelon, entre guillemets, des postes d'enseignant-chercheur. Donc, ça permet d'avoir un temps dédié à l'enseignement et un temps dédié à la recherche financé par l'université. Pour pouvoir accéder à ces postes-là, il faut avoir fait une thèse en sciences, en recherche. Et puis, après ça, être qualifié dans une section universitaire qui est celle dans laquelle tu exerces ta discipline. Donc pour moi, c'était la section universitaire 91, donc des sciences de la rééducation et de la réadaptation. Ok. Et suite à ça, une fois que ton dossier est qualifié dans cette section, tu peux candidater sur les postes qui ouvrent dans différentes universités un peu partout en France. Donc, tu candidates et puis dans ton dossier de candidature, dans un premier temps, tu vas présenter une partie un peu écrite qui présente ton parcours, ton doctorat, ce que tu as fait comme travaux de recherche, ton profil d'intégration là où tu souhaites candidater en termes d'enseignement et en termes de recherche. Et puis, si ton dossier est retenu, après, la deuxième étape de sélection, c'est une sélection orale. Donc, tu fasses une audition avec un jury devant toi à qui tu présentes en 10-15 minutes ton parcours à nouveau, ton profil d'intégration. Nous, on devait aussi présenter un projet pédagogique innovant, par exemple. Il peut y avoir des demandes un peu comme ça. Et à l'issue de l'audition, donc, il y a un classement des candidats qui te permet de savoir si, en fonction de ton rang, si tu vas obtenir le poste convoité ou pas. Ok. Donc, la thèse n'est pas l'étape finale, clairement pas, des carrières universitaires. Puis après, c'est toujours un petit peu comme ça. Si tu veux continuer, une fois que tu es maître de conférence, il faut que tu passes ce qu'on appelle un HDR, une habilitation à diriger des recherches. Donc à nouveau, il y a une forme de soutenance orale pour pouvoir passer cet HDR. Et puis une fois que tu as l'HDR, tu peux candidater plus tard s'il y a des postes qui ouvrent à des postes de PU, de professeurs des universités. Hmm. Donc qui restent des postes d'enseignants-chercheurs, mais avec voilà une appellation, un grade un petit peu différent. Et tout ça continue comme ça. Voilà. Ça peut aller, ouais. Et bah, tu vois, on ne connaît pas trop, enfin, quand on n'est pas dans le monde universitaire, je pense qu'on ne connaît pas trop ces cursus-là. Et j'en parlais il y a pas longtemps avec Laurent Pitance, Ouais. en Belgique, qui m'a dit comment ça se passait en Belgique, où c'est un tout petit peu différent. Enfin, c'est pas les mêmes noms, mais c'est pareil, à chaque fois il y a des étapes, etc. Et j'avais eu des notions Ouais. par rapport à des gens aux États-Unis, des chercheurs, j'avais entendu causer de ça, et je lui parlais de ça, il me dit ah, nous, c'est encore un peu différent. Enfin bon, et c'est quand même Oui. ouais, c'est quand même un sacré truc. Et tu vois, bon, cette année, on a une de nos intervenantes à l'agence EBP, la Nina Schmidt, qui est Ouais. devenue alors, associate professor Mm. à Oxford. Et du coup, nous, on se dit, est-ce qu'on peut mettre professeur sur tu sais, sur le maître docteur, est-ce qu'on peut mettre professeur et tout? On est Ouais, un c'est peu ça. perdu là-dedans, en fait. Dans tous les titres, ouais. Ouais, Et puis c'est pas très homogène selon les pays. Je pense que le mieux c'est de demander à l'intervenant quel est l'équivalent. Bah, il le connaît pas forcément l'équivalent français là, mais ouais, euh, parce que sinon on a du mal à s'y retrouver. L'équivalent de maître de conf dans les pays anglo-saxons, c'est professeur assistant. ok, Et après c'est full professeur. En fait, PU c'est le full professeur d'accord. des pays anglo-saxons. Mais après professeur associé, c'est encore un peu différent. Ça dépend un peu de. Puis il y a aussi des professeurs associés en France, mais c'est encore autre chose. D'accord, ouais, bon, voilà. Donc, c'est un, c'est un truc, un code vraiment
au milieu universitaire académique. Intéressant. Merci pour ces infos. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu veux bien nous présenter l'article dont tu avais envie qu'on parle aujourd'hui? Ouais. Oui, avec plaisir. En fait, la raison pour laquelle j'ai choisi cet article, c'est que j'ai souhaité parler un petit peu d'un article qui est en fait l'étude principale de mon projet de thèse. Donc, j'ai terminé ma thèse en décembre 2023, il y a à peu près un an à l'heure où on se parle. Et c'est une thèse qui a porté sur le rôle des kinésithérapeutes comme acteurs de première ligne dans les maisons de santé universitaires. Suite à la parution des protocoles de coopération. Bon, on pourra en reparler un petit peu dans la manière dont l'étude s'est construite finalement et qu'est-ce qui nous a amené à mettre en place cette recherche. Et donc j'ai trouvé ça intéressant parce que je pense que c'est quand même un sujet qui est extrêmement d'actualité en ce moment pour la profession. Le fait qu'on puisse accéder à des soins en première ligne et le fait qu'on puisse réfléchir à des modèles dans lesquels les kinésithérapeutes vont élargir leurs compétences, donc aller un peu au-delà du scope usuel de pratique des kinés en France. Et aussi parce que j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir échanger autour des difficultés auxquelles on peut être confronté, quand on met en place un projet de recherche interventionnelle en soins primaires dans des cabinets de ville en kinésithérapie en France. Et en fait, il y a plein de, il y a plein de petites embûches auxquelles il va falloir faire face. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup ici aussi avec les étudiants qui se forment à la recherche en kiné au département kiné de Grenoble. Et voilà, je trouve que j'ai trouvé que ça me donnait envie de partager un peu l'expérience que j'ai pu avoir autour de ces sujets-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet article. Ok, bah super. C'est vrai que quand on en a discuté, tu m'as posé la question, tu m'as dit est-ce que c'est ok si je prends un article, un de mes articles à moi? Oui. Et moi, comme je t'ai dit, au contraire, je pense que c'est intéressant justement d'avoir c'est un peu l'histoire derrière l'article en fait, qu'on n'a pas forcément besoin, parce que c'est assez facile de parler d'un article, d'émettre des jugements, etc. Quand on ne sait pas ce qui s'est réellement passé, on se rend pas bien compte et on peut aller très très vite, on peut être très critique et Ouais. ouais, on se rend juste pas compte. Donc non, j'espère que ça intéressera les auditeurs, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui a une grande valeur. Et puis quelque part, ce que je me dis aussi, c'est que le sujet que tu as exploré, t'es un peu en train de défricher un truc qui n'a pas Ouais. été exploré au départ. Donc forcément, tu vas Oui. te retrouver face à des trucs que personne, enfin, on n'aurait pas anticipé et que personne n'a connu avant. Donc ça va aussi aider. Enfin, c'est toujours un peu le principe de la recherche. Le principe, c'est d'aider les prochains, mais ouais, ouais, ça fait Ouais. ça, ouais. Non, mais vraiment, il y a beaucoup de difficultés auxquelles on a été confrontés, qui venaient pas en tant que telles de la méthode de recherche qu'on a mis en place, mais du modèle qu'on cherchait à évaluer, qui était un protocole de coopération qui est paru en 2020, qui en fait était un modèle complètement innovant par rapport à ce qui pouvait se faire avant, en tout cas en France. Et donc, il a fallu aussi lever un tas de freins qui étaient liés à la manière dont ce texte de loi avait été pensé et qui en fait qui nous a quand même pas mal contraints dans les choix méthodologiques qu'on a fait derrière. On a été obligé en fait d'utiliser ce texte de loi parce que finalement c'était la seule possibilité, en tout cas à ce moment-là, juridique et réglementaire de faire de l'accès direct et de la délégation de tâches médicales en kiné. Mmh. Et donc, par exemple, les critères d'inclusion des patients nous ont été imposés par le texte. Et on s'est rendu compte que ça créait plein de limites pour notre article, notre recrutement, etc. Mais malheureusement, on n'avait pas la possibilité de les faire évoluer parce qu'on était obligé de coller au texte de loi, quoi. Et Et ça, c'est un exemple de petites difficultés. Après, on espère que les choses vont évoluer au fur et à mesure et que les prochaines études sur le sujet seront plus simples à mettre en place. Mais clairement, oui, ça n'a pas été simple de par l'aspect très innovant du modèle, quoi. ok, bah écoute, intéressant tout ça. Peut-être à la limite, si tu veux nous décrire un petit peu, commencer à nous décrire un petit peu l'étude avant Ouais. d'aller trop dans certains détails, autrement il y a peut-être des personnes qui vont pas pouvoir suivre, mais ouais, si tu peux Oui, oui, faire un petit peu plus on va perdre. ta possibilité, ouais. Ouais, je peux raconter un petit peu l'historique de ce projet. Ouais. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la thématique de l'accès direct et des pratiques avancées quand j'ai fait un premier stage de recherche au Québec pendant mon Master 2.
Donc c'était dans le centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal du professeur François Desmeules, Mhm. qu'on croise souvent au JFK et que je suis sûre que nombreux d'entre nous avons déjà côtoyé ou rencontré. Donc là-bas, finalement, l'accès direct est déjà en place depuis des années, donc ça paraît très évident que les physios reçoivent les patients sans consultation médicale préalable. Et les modèles qui émergent sont maintenant des modèles qu'on appelle de pratique avancée. Ça veut dire que dans ces modèles-là, le kiné exerce, enfin le physio, dans un rôle qui est étendu par rapport à son rôle habituel, et ça va inclure des actes qui sont par exemple de l'ordre de la délégation de tâches médicales. Ça peut être de la prescription médicamenteuse, ça peut être de la prescription d'imagerie, ça peut être de la réduction de fractures, ça peut être de l'orientation vers d'autres spécialistes ou d'autres professionnels de la santé, etc. Donc c'est tous les rôles en fait qui dépassent un peu le scope de ce qu'on fait traditionnellement. C'est un peu la définition de la pratique avancée. Ouais. Et donc, j'ai vraiment découvert cette thématique là-bas au Québec. Je l'ai expérimenté dans un premier temps dans une clinique de la douleur en gériatrie. Donc, en fait, c'était une clinique de la douleur qui avait des délais d'attente qui étaient extrêmement longs et donc dans laquelle les patients, au lieu d'attendre d'être reçus par le médecin de la douleur, pouvaient être évalués par le physio avant. Ok. Et donc le physio exerçait dans un rôle qui était un peu non traditionnel par rapport à son rôle habituel. Et donc ça s'est intitulé modèle de pratique avancée. Mais finalement, c'était aussi en place dans des services d'orthopédie, dans des services de rhumatologie, aussi un petit peu dans les services d'urgence. Donc ça, je l'ai plutôt étudié un peu plus tard dans mon doctorat. Mais voilà un petit peu, je ne sais pas si ça te parle, la thématique un peu des pratiques avancées. Si, ça me parle un peu. En fait, moi, j'ai fait un truc. J'avais regardé un petit peu la littérature sur le sujet il y a quelques années parce que je faisais partie d'une maison de santé. Oui, je dis je faisais parce qu'en fait, elle n'existe plus. On a recréé une autre avec les médecins avec qui je suis là. Mais je faisais partie d'une maison de santé où on s'était rendu compte que. Alors j'ai peur de la raconter pour la 40e fois, cette truc-là. Je sais plus, je l'ai déjà dit, mais j'en ai déjà parlé à pas mal de monde. Où, si tu veux, un jour, on a voulu faire une sorte de protocole, un petit peu de parcours de soins pour les patients magiques au sein de la maison de santé. Tu vois, une personne qui dit Ouais. qu'elle a mal au dos, peu importe le professionnel, qu'on soit un peu d'accord sur ce qu'on va lui dire, qu'on va l'orienter, etc. Et, euh, et je me rappelle, à cette réunion-là, il y avait un podo, un médecin généraliste et moi, la première fois qu'on a parlé de ça. Et moi, j'ai dit au médecin, j'ai dit, nous, nous, on est pas mal embêtés parce que les patients, ils viennent avec des imageries parfois qui sont pas justifiées et ça nous demande une énergie folle pour arriver à les rassurer, et puis parfois on n'y arrive pas complètement. Mm. S'ils n'avaient pas l'imagerie, parfois ce serait beaucoup plus simple. Et lui, il m'a Ouais, puis dit, selon ce qu'ils ont entendu comme terme aussi, et ce qui leur a été dit et tout ça. ouais, qui va avec, ouais. Et en fait, Mm. ce qu'il m'a dit, c'est, tu sais, nous, il y a plein de fois, on sait qu'il faut pas faire d'imagerie, mais on n'a plus d'excuses, en fait, on n'a plus d'arguments face aux patients qui continuent d'avoir mal. Mm. On temporise, mais au bout d'un moment, on sait plus quoi dire et on finit par céder, en gros, tu vois. Mm. Et moi, je lui ai dit, à la limite, on pourrait peut-être voir, je pourrais peut-être vous aider. Et donc, si Ouais. tu veux, on a voulu faire un article 51, Mm. mais ancienne version, parce que en fait, Ouais. on avait commencé à rédiger un protocole où justement, moi, je les recevais en première intention. Enfin, comment dire, non, c'était pas tout à fait ça. Eux, ils les voyaient, ils me les Mm. envoyaient, et moi, je les voyais en one shot. Je faisais pas de suivi pour les aider Ok. soit à rassurer, soit à réorienter, soit à confirmer que potentiellement il y a besoin d'imagerie, etc. Ok. Et les aider là-dedans. Et en fait, on a pris tout un temps à monter le protocole, et le jour où on l'a déposé, la loi est passée où il a disparu, et il y en a un autre qui est arrivé, qui était à peu près similaire, mais différent, donc il fallait tout recommencer. Donc là, on a dit, allez, laisse tomber. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai eu de la chance parce que comme la MSP avait pas beaucoup on n'avait pas beaucoup de projets, ils Ouais. m'ont financé un jour par semaine pendant 6 mois pour faire ça. Donc j'étais payé par la MSP pour faire ce truc-là. Donc tu vois, j'ai fait ça pendant 6 mois avec des médecins. C'est un petit peu différent, mais dans tous les cas, au moment où je leur ai proposé de le faire, j'ai demandé un financement à MSP, je suis un petit peu allé voir la littérature sur la pratique avancée. Mm. Oui, bah oui. Ouais, C'est différent enfin, oui, le modèle est un peu différent, mais dans le sens où c'est quand même une intervention précoce du physio, là où habituellement il serait arrivé à un autre moment du parcours de soins du patient, quoi. c'est ça. Donc ça se ressemble quand même, si ce n'est que juridiquement en France, on est obligé de
faire en sorte que les patients aient vu un médecin. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, peut-être de votre expérimentation, c'était encore nécessaire. Ouais. Maintenant, les choses bougent un peu par rapport à ça, mais carrément, c'est des questionnements qui se recoupent. Et du coup, t'es presque, en fait, tu as un impact sur le parcours de soins du patient du fait du moment dans lequel tu interviens qui est vachement différent de si il a vu le médecin, puis il s'est passé 3 mois tout seul avec ses résultats d'imagerie avant qu'il puisse Ouais. avoir accès à de la rééducation, quoi. C'est ça. Et C'est si clair. tu veux, l'autre élément, c'était que il pouvait m'adresser des patients que pour la semaine en cours ou la semaine d'après. Ouais, Donc en fait, c'est pas un patient qui restait longtemps en errance et du coup, ils n'avaient pas d'imagerie en attendant les patients. ouais, Tu c'est vois. ça. Ils avaient pas, ils leur prescrivaient pas. Ils disaient, écoutez, si c'est ok pour vous. Enfin, il y avait quand même des conditions. On a vu le conseil de Ouais. l'ordre parce que il faut qu'on soit ok avec pas mal de choses au niveau des manteaux et ouais, Mm. on avait mis ce truc-là en place. Et tu vois, il y a un truc, ça m'évoque là, je le dis rapidement, mais euh, les médecins avec qui je bosse, il y a une infirmière azalée au cabinet Ouais. et ils étaient pas super favorables au terme d'infirmière en pratique avancée. Alors, à la Mm. fois parce que leur infirmière azalée faisait certaines choses, et puis tu vois, mais ils se méfiaient un petit peu de ça. Et du coup, moi, quand j'ai amené les données scientifiques de l'intérêt de la pratique avancée en kiné, ce qui avait été retrouvé dans différents pays, bah, ils sont un peu méfiés de ce truc-là. Mm. Mais en fait, je me rappelle en avoir très très bien en avoir parlé avec un des médecins, et il m'a dit, mais tu sais, moi là, je réalise un truc qui est complètement différent, c'est que ce que fait une infirmière, un médecin est censé être capable de le faire. Alors, il Mm. y a plein de trucs qu'ils le font jamais, donc ils n'ont pas d'expérience, tu vois. Mais il est Carrément. Ouais. capable de connaître, avoir des compétences, etc. Il m'a dit la grosse différence, c'est que toi, ce que tu fais, les compétences, les connaissances que tu as, nous, on les a pas en fait. On n'est pas Mm. capable de le faire. Mm. Et tu vois, ce truc-là, ça l'avait vraiment shifté par rapport à je pense qu'il y a des médecins qui sont vraiment contre le principe de pratique avancée, tu vois. Et ce Ouais. truc-là, Ouais. enfin, voilà, ça avait été un peu déterminant dans le truc. Ouais. Je pense qu'on a des contextes d'intervention qui sont très différents avec les infirmiers infirmières et en plus la pratique avancée telle qu'elle est pensée en France aujourd'hui, elle n'est pas exactement pensée de la même manière dans les pays internationaux dans lesquels elle est déjà mise en place. Notamment, par exemple, en France, on est très centré dans la pratique avancée sur le suivi de pathologies chroniques. Ouais. Et finalement, on se rend compte qu'à l'étranger, la pratique avancée n'est pas tellement ou pas nécessairement que construite autour de ça, et qu'il y a plein d'autres contextes finalement beaucoup plus aigus et beaucoup plus précoces dans lesquels les praticiens en pratique avancée interviennent et qui vont au-delà du suivi de pathologies chroniques, quoi, et dans lequel carrément on a tout à fait un champ d'expertise qui est vachement plus large, en tout cas si on parle par exemple des troubles musculo-squelettiques, que celui que va avoir le médecin généraliste nécessairement, quoi. Bah, Donc carrément. Et au final, on s'en est vraiment rendu compte dans la mise en place des protocoles de coopération sur la lombalgie, parce que finalement, les médecins, une des premières études qu'on a faites en fait avant de faire cet essai clinique, c'est de faire une étude d'acceptabilité sur quel était, on va dire, le niveau d'acceptabilité des kinés et des médecins qui bossent en maison de santé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes vis-à-vis de ce protocole de coopération. Et un des résultats assez flagrants qu'on a fait, c'était que les médecins percevaient les kinés vraiment extrêmement compétents dans la prise en charge de la lombalgie et que cette perception était bien supérieure à la perception des kinés vis-à-vis de leurs propres compétences, quoi. Et alors, il y a pas mal d'explications à tout ça, ouais, mais c'est ça rejoint tout à fait ce que tu dis, quoi. ouais. Ouais, et puis les médecins, ils savent, enfin, tu vois, même avec les internes, ils savent que quand ils ont un dos examiné, ils tournent en rond, ils sont embêtés en fait. Et, Ouais, ouais, ouais. ouais, les aider à réaliser à quel point on peut justement les aider, enfin, c'est un game changer. Après, tous les médecins sont pas ouverts, il faut pas perdre son énergie avec des Bien personnes qui sûr. sont réfractaires, mais Mm, quand les gens sont intéressés, hein, ça peut être vraiment intéressant mm, pour notre pratique, pour les patients, enfin, carrément. c'est quelque Et chose. puis, tu vois, dans la mise en place du protocole, il y a une première phase qui est une phase de formation entre les professionnels. Ouais, Et donc, dans la théorie du protocole de coopération, les médecins forment les kinés
à l'évaluation du patient lombalgique, tu vois. Puis Ouais. ça nous a quand même fait beaucoup rire au démarrage, euh, parce que en pratique, c'était presque plutôt l'inverse qui était en train de se passer. Et c'était très chouette parce que c'était un vrai temps d'échange de pratique kiné-médecin sur qu'est-ce qu'on fait d'un patient lombalgique en se mettant tous au même niveau de compétence finalement. Mm. Et donc c'était super intéressant, mais toutes les notions, alors sur les drapeaux rouges, c'était très partagé, mais sur l'évaluation des drapeaux jaunes et sur la sensibilisation à l'activité physique et sur l'éducation à la douleur, etc., c'était des notions qui étaient vraiment majoritairement apportées par les kinés aux médecins qui connaissent ces notions-là, mais qui les manient finalement beaucoup moins que nous, quoi. Ouais. Donc, bon, après, sur la question de la prescription d'arrêt de travail, la prescription dentalgique, pour le coup, c'était vraiment un domaine de compétences médicales qui était, du coup, qui avait du sens à être enseigné par les médecins au kiné, mais ça restait encore quelque chose de très, enfin, une manière de transmettre très transversale. Et même là-dessus, on se rendait compte que là où nous, on s'attendait à ce qu'il y ait des guidelines bien clairs sur dans quel cas tu vas prescrire un arrêt de travail de 3 jours, de 5 jours, pourquoi tu vas donner des AINS ou pas, en fait, il n'y en a pas, pas du tout. Et les médecins nous disaient, texte, enfin vraiment, ça c'est un verbatim qui est sorti pendant les formations, c'était, bah, vous faites un peu comme vous le sentez, quoi. Puis nous, on disait, mais nous, on sent pas grand-chose parce qu'en fait, on n'est pas habitué à faire ça. Ouais, j'ai pas l'expérience, ouais. Mais tu sais Et en pas fait, trop, ouais. Et ouais, c'est ça. enfin, c'est un droit que tu n'as jamais eu, donc tu vas Exactement, n'importe quoi. Mais tu vois, tu exactement. sais pourquoi ça me fait rigoler, ça? Enfin, en fait, le truc, c'est que là, maintenant, je suis les patients. Ça, on a fait pendant 6 mois. Et puis maintenant, je suis les patients comme des patients, enfin, comme n'importe quel Mm, kiné. Sauf que quand j'ai une personne qui est en arrêt de travail, en général, le médecin, il fait en sorte que je vois le patient ou la patiente le jour où lui va le revoir pour son arrêt de travail, tu vois. ouais, Ouais, quand arrive la fin de l'arrêt de travail, on essaie de se débrouiller parce que moi, je vois juste avant pour faire le ouais, compte rendu et que ça l'aide après à décider justement sur la reprise du travail ou pas. Donc, ouais, c'est ça. tu vois, c'est pas une décision qu'ils prennent tout seuls, comme tu dis, avec des guidelines et des. Tu vois, en fait, Ah, pas du tout, pas du tout. ils ont besoin de Mm, notre aide aussi pour ça. Et ouais. carrément. Non, mais c'est vraiment, enfin, vraiment, tu vois, rien que pour ce temps d'échange, alors, c'est pas, il y a plein d'autres intérêts, hein, mais rien que pour ce temps d'échange entre les médecins, d'arriver à transmettre des connaissances, à mieux voir où on est chacun, etc. Mm, Je pense que ça, c'est vraiment précieux, hein. ouais. Et puis on a fait, après l'essai clinique dont on va parler, on a fait une étude quali aussi auprès des professionnels pour savoir voilà quels étaient leurs ressentis par rapport à tout ça. Et il y a vraiment cette notion de collaboration interpro et de connaissance mutuelle des rôles des uns et des autres qui ressortait très forte, très fortement et qui permettait de dire ben oui en fait on a mis tout ça en place. In fine, ce qu'on se rend compte c'est qu'on se connaît mieux, on connaît mieux les manières des uns et des autres de fonctionner. Et quand bien même c'était un premier essai et que ce protocole nécessite d'être encore transformé pour qu'il soit plus facile à appliquer et qu'il concerne plus de monde, il y a quand même un intérêt dans le travailler ensemble en fait au sein de la maison de santé Mm. ou de la CPTS bientôt j'espère Ouais, pour ces modèles quoi. ouais, ouais. Bah, ça, c'est sûr, hein. Enfin, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable, moi, maintenant, la vision que j'ai de leur travail que j'avais pas avant. Juste à passer des temps de consultation avec eux. Et, et c'est pareil, ils ont beaucoup d'internes. Et en fait, là, depuis qu'on bosse ensemble, tous les internes, ils vont faire des stages satellites, ils appellent ça, Mm. avec tous les professionnels de la maison de santé, en fait. Et c'est Ouais, ouais, parce que c'est trop précieux, en fait. Et puis, en plus, le ouais. rôle des médecins généralistes, enfin, bon, bref. Donc, non, super intéressant. Bah écoute, est-ce que on va peut-être venir à l'étude après Oui, oui, les gens, on peut, on peut y revenir. là, J'étais partie sur l'historique, puis on s'est un peu perdu en route. non, Euh, donc l'historique, effectivement, c'était cette histoire de pratique avancée au Québec et tout ça. En fait, en arrivant en France, enfin en venant en France, donc le modèle de pratique avancée en kinésithérapie en France n'existe pas aujourd'hui, dans le sens où le texte de loi existe depuis la loi de modernisation du système de santé de 2016, mais il n'y a pas de décret d'application encore qui permet d'autoriser la pratique avancée en kinésithérapie en France. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais en 2019, il y a eu toute la crise des urgences. Et il y a un texte d'Agnès Buzyn qui était alors ministre de la Santé qui est paru sur la possibilité d'accès direct pour l'entorse et pour la lombalgie.
Donc en fait, tout a démarré par ça. Et là où on s'attendait à avoir un texte d'accès direct à proprement parler, sont sortis les protocoles de coopération pour l'entorse de cheville et pour la lombalgie. Donc pour faire un rapide rappel pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec ces termes, c'est le protocole de coopération, c'est un texte qui permet d'encadrer un transfert de tâches entre des professionnels de santé dans des établissements de santé. Ça peut se mettre aussi en place dans des maisons de santé, dans les CPTS, c'est en train de venir aussi, et qui fait que voilà, c'est autorisé finalement qu'un acte qui était fait par un professionnel soit fait par un autre professionnel. Donc la plupart du temps, c'est quand même une délégation médecin vers pharma, inf, kiné, etc. Et donc, on a eu ces protocoles lombalgie et entorse qui sont sortis, qui étaient finalement la première autorisation, entre guillemets, même si elle n'est pas parfaite, hein, on entend bien, de délégation de tâches entre les médecins et les kinés. Donc, qui permettait aux kinés, en fait, de recevoir en première intention, mais aussi de faire des actes qui, initialement, étaient réservés aux médecins, comme la prescription dentalgique, la prescription d'arrêt de travail et la prescription de séances de kiné. Et en fait, ce modèle en tant que tel, il se rapproche énormément de ce qu'on appelle la pratique avancée à l'étranger, sauf qu'en France, ça n'a pas encore été défini comme tel, et donc on en est resté à l'intitulé un peu des protocoles de coopération. Donc nous, on s'est dit, ok, banco, on a un premier texte, on essaye, on y va, parce qu'en fait aujourd'hui, l'accès direct, la pratique avancée, on en parle un peu moins, mais à cette époque-là, en tout cas, on en parlait beaucoup de l'accès direct, et puis on n'a pas de niveau de preuve encore en France pour se dire, qu'en est-il de l'efficacité de la sécurité de ces modèles. Donc là, on pouvait pas faire uniquement accès direct parce que ce texte impliquait aussi autre chose. Donc on est vraiment parti sur accès en première intention plus délégation de tâches médicales. Et on a cherché des financements pour mettre en place ce projet de recherche qui, du coup, a remporté l'appel à projet du Conseil national de l'ordre en 2020, si je dis pas de bêtises. Okay. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu démarrer cette étude qui se faisait dans le cadre d'une thèse. Donc, ça impliquait des projets un peu avant et après qui viennent encadrer tout ça. Mais globalement, c'était quand même le cœur de la thèse pendant 3 ans. Donc voilà, la première phase, ça a été la mise en place de la recherche, une fois qu'on a eu l'obtention des financements. Donc c'est un projet qu'on appelle RIPH, donc qui implique la personne humaine. Donc il nous fallait un accord CPP, donc Comité de protection des personnes. Donc ça, faut compter que ça prend... nous, je crois qu'au total, ça a dû nous prendre quasiment 6 mois à obtenir l'accord parce que on l'a déposé, on a eu une réponse, puis il fallait qu'on fasse une modification du protocole, qu'on le resoumette. Donc, il peut se passer quand même un peu de temps avant qu'on ait toutes les autorisations à démarrer. Et après, il faut déposer un accord CNIL pour avoir aussi toutes les autorisations réglementaires de ce côté-là. Donc là, ça peut reprendre encore un peu du temps. Je parle de ça parce que je pense que c'est important de savoir que c'est pas des études qui se mettent en place du jour au lendemain et que même si on obtient une enveloppe financière intéressante de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros, et même malgré ça, voilà, il y a des autorisations réglementaires, on ne peut pas faire n'importe quoi, et donc ça prend forcément des délais supplémentaires. Non, juste pour avoir ces choses-là, il faut que ton protocole soit déjà défini. Ouais. En fait, au CPP, tu déposes un protocole complet, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, y compris, tu vois, tous les questionnaires que tu vas faire passer aux patients ou quoi que ce soit, il faut que ce soit bien défini dès le dépôt au CPP, ouais. Mais ça veut dire que, par exemple, si tu définis tout, tu déposes tout, avec ces délais-là, si entre-temps il y a un gros changement, en fait, ça peut te mettre en l'air ton projet, quoi. Ouais, carrément. Et des fois, ces changements, tu t'en rends compte en cours de route, c'est-à-dire que l'étude est déjà lancée. Et là, tu peux faire un amendement au CPP, c'est-à-dire que si tu as obtenu un accord CPP sur ton projet et que tu as des modifications qui sont... alors, faut pas que ce soit des modifications majeures, mais si c'est des petites modifs, par exemple, tu te rends compte que le questionnaire de satisfaction que tu as proposé dans le CPP, c'est pas le plus adapté et que tu veux changer de questionnaire, tu peux, mais il faut faire un amendement au CPP, donc ça redemande un accord CPP. En attendant, ton étude, elle peut continuer, mais sans la modification. En fait, cette modification, tu vas pouvoir la mettre en place qu'une fois que tu auras la réponse du comité de protection des personnes là-dessus.
Et après, ce qui est très pénible, c'est qu'il faut changer les versions des feuilles d'information et de consentement des patients s'il y a une information qui change là-dessus. Donc, tu réimprimes tous les documents pour tous les centres si jamais il y a besoin, quoi. Et Ouais, ça, c'est comme c'est comme les comités d'éthique, hein. Quand on découvre tout ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Bon, après, faut pas perdre de vue l'importance et l'intérêt de faire ça, hein. C'est aussi pour protéger les personnes, pas faire n'importe quoi. Enfin, bien sûr, tout ça, c'est vachement important. C'est sûr que c'est des gros freins quand on est dedans, ouais, mais il y a une vraie raison. Et là, on n'est pas en train de dire c'est clair. il faut pas ça, c'est sûr. Mais bon, effectivement, ça me débranche, je comprends. Non, non, bien sûr, mais faut être conscient que ça prend du temps et que ça fait partie des choses qui font que la recherche n'est pas non plus si évidente et si accessible à mettre en place, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, et puis, enfin, c'est pas un truc tout droit où Mm, ouais, on a une idée, on met en place, hop, ça avance et tout. Non, il y a beaucoup d'obstacles, enfin oui, de choses à faire et mm, beaucoup de travail. Et d'ailleurs, alors ça m'amène à quand j'ai lu l'article, il y a un truc qui m'a posé question. mm. J'ai vu que vous êtes passé par un comité d'éthique à Nantes et je me suis dit, bah tiens, enfin si je me rappelle bien, Pourquoi? Nous, on est à Grenoble. enfin, Qu'est-ce qui s'est passé? ouais, il doit y En avoir fait, depuis quelques années, les CPP, ils sont tirés au sort. Donc en fait, ça, c'est fait pour protéger un peu le fait que, imagine, tu mets en place ton étude à Grenoble et ton CPP, il est à Grenoble. En fait, dans une même ville, c'est très très fréquent que les gens se connaissent et que finalement, il puisse y avoir un petit peu des choses qui comment dire, des petits conflits d'intérêts qui peuvent se glisser là-dedans ou des facilités pour certains de faire valider des protocoles ou pour d'autres de les invalider, etc. d'accord. Et donc pour limiter ça, en fait aujourd'hui tu déposes quand tu veux un accord CPP, c'est déposé sur une plateforme. L'endroit enfin le comité qui va évaluer ton projet est tiré au sort. Et donc nous ça peut être national en fait. Donc c'est très fréquent d'avoir des CPP qui soient ailleurs, ouais. D'accord. Bah, c'est intéressant. Alors, tu vois, voilà, donc CPP égale comité d'éthique dans les articles, quoi. Alors Il y a peut-être oui, des gens qui, tu vois, moi, c'est pas, ça. ouais, j'avais pas de truc là. Tu vois, quand j'ai dit comité d'éthique, je me suis dit, tiens, ça va être encore autre chose, même si c'est un peu le même sujet, mais non, là à Nantes, c'était le CPP, quoi. Oui, en fait, un comité de protection des personnes, c'est ce à quoi on fait appel en termes de comité d'éthique quand on est sur une recherche impliquant la personne humaine, dans le cadre de ce qu'on appelle la loi Jardé. Donc ça passerait forcément par un CPP. Par contre, des recherches qui seraient hors RIPH, qui ne concernent pas la personne humaine, peuvent aussi être soumises à des comités d'éthique locaux. Par exemple, il y en a dans les universités, il y en a dans certains établissements de santé, pour être quand même soumis à validation, mais à l'échelle plus locale et sans impliquer tout un process national de mise en route de la recherche, quoi. D'accord. Bon, un truc, du coup, bah, c'est intéressant de voir ça quand même dans l'article, je pense, parce que moi, ça m'évoque un truc sur. J'interviens un petit peu à l'école de kiné à Angoulême et on a monté un Ouais, Panda Club. Et un jour, on a des étudiants qui nous ont proposé de présenter, enfin, ils nous ont présenté un article sur une méthode plus que douteuse en kinésithérapie, on va dire. Et ouais, il y avait un article qui était assez interpellant parce que si tu mettais un score tu vois, c'était en mode RCT, et si tu mettais un score, allez, j'en trouve plus. Les scores habituels là, pour évaluer RCT, un truc australien. Là, bon, bref. euh, Oui, bah, celui-là, tout le monde le connaît, mais bah, il me vient plus là. c'était Pedro, Michel un Pedro. Rick Bias ou un Ouais, Pedro? non, Michel Pedro, ouais, t'es bête. Ok. En fait, si tu mettais ça, ils avaient quasiment tout. Enfin, ils étaient quasiment Mhm. tout à fond. Et là, tu commences à te dire, mais attends, enfin, c'est bizarre, quoi. Et sauf que bah, le comité d'éthique, c'était le comité d'éthique de l'Institut. Et les gens déclaraient de ne pas avoir Mhm. d'intérêt, alors que c'était eux qui avaient créé la méthode et qui l'enseignaient, tu vois. Et donc, en fait, si tu rates ces deux choses-là, C'est ça. et tu dis, mais oh, et donc voilà, donc voir si le comité d'éthique être attentif à ça, ça peut être. Parce que même si tu sais, je te jure, Ouais, même moi carrément. en sachant, j'étais à deux doigts d'avoir le doute. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et Ouais, ouais, bref, ouais. bon, bref. Après, ça, tout dépend vraiment le type de recherche, mais je pense que là où il faut vraiment se méfier, c'est de bien
enfin que les choses soient bien claires, de savoir si la recherche qu'on mène est une recherche qui implique la personne humaine ou non, si on se situe dans le cadre de la loi Jardé ou pas. Et il y a quand même une zone grise autour de ça, parce que parfois c'est pas si clair que ça de savoir si on est en loi Jardé ou pas. Et il faut pas hésiter en fait quand on est étudiant ou quand on est même, enfin, au doctorat ou même plus tard. Quand on a une interrogation là-dessus, à essayer de se renseigner auprès de personnes qui sont vraiment hyper au fait du sujet pour être sûr de ne pas faire ce qu'on appelle de la recherche RIPH sauvage, c'est-à-dire qu'on collecte des données de santé alors qu'on aurait eu besoin d'une autorisation pour le faire, quoi. Et je pense que c'est un gros enjeu des mémoires des étudiants aujourd'hui partout dans les IFMK. Et c'est un gros enjeu aussi du développement des projets de recherche, je pense, de rester dans les clous de ce que réglementairement on a le droit ou non de faire, quoi. Ouais, ça c'est des... Tu vois, j'ai fait un master dans une fac en Angleterre et c'est sûr que il y a plein de gens qui font des revues systématiques parce que tu fais une recherche, ça n'implique pas des personnes. Et j'avais une idée, le truc qui aurait pu être acceptable pour eux, ça aurait été de prendre des étudiants de la fac en fait. Des étudiants de cette fac-là, d'utiliser cette population-là, ça aurait peut-être pu passer, mais pas en dehors, tu vois. Donc voilà, vraiment ces contraintes-là. Ok. Ok. Bon, et alors, du coup, par rapport à la fameuse étude. À la suite. Ouais. C'est ça. Du coup, Comment, pardon? Je te freine à chaque fois, je suis désolé. Non, mais c'est intéressant. Comme ça, on décortique les étapes une par une, c'est parfait. Donc, on disait que la méthodo était déjà toute prête en fait quand on dépose le projet au CPP. Donc, le protocole est déjà construit. Nous, on était parti sur ce qu'on appelle un ECR, donc un essai clinique randomisé contrôlé, un RCT comme tu disais tout à l'heure. Et donc, l'idée c'était de faire un RCT qu'on appelle en cluster, c'est-à-dire en grappes. Et nos grappes, c'était les maisons de santé. Pourquoi on a fait ce choix-là? Pour deux raisons. C'est que finalement, ça nous paraissait compliqué au sein des maisons de santé d'aller randomiser à l'échelle individuelle les patients qui arrivaient pour une consultation pour une lombalgie, parce qu'il nous fallait une personne qui soit dédiée à ça dans chaque centre. Donc on avait 6 maisons de santé au total. Et aussi parce que au sein d'une même maison de santé, les patients se connaissent et qu'après il y a quelque chose qui peut s'installer qui s'appelle le biais de contamination. Et on a souhaité, à la fois pour des raisons pratiques et aussi pour des raisons méthodo, éviter, passer plutôt sur un cluster. Et donc, si tu veux, on a randomisé les maisons de santé dans 2 groupes. La petite difficulté de ça, c'est qu'en fait, il faut quand même trouver à la base un pool de maisons de santé qui soient toutes d'accord pour soit mettre en place le protocole de coopération, soit qu'on évalue les patients qui seront vus par le médecin généraliste. Et mine de rien, c'est pas si évident que ça à trouver, parce qu'on le disait tout à l'heure, c'était un modèle qui était très innovant à ce moment-là. Donc trouver des médecins qui soient d'accord pour déléguer leurs actes, mais que si jamais ils sont dans le groupe contrôle, finalement c'est eux qui vont inclure les patients dans le projet, et trouver des kinés qui soient OK pour recevoir la délégation de tâches du médecin, donc recevoir les patients en accès direct, se former à tout ça, mais qui par ailleurs, s'ils sont dans le groupe contrôle, n'auront rien à faire parce que tout sera fait par le médecin. C'était un premier enjeu. Donc on a réussi à rassembler 6 maisons de santé qui étaient d'accord dans tous les cas, qu'on a randomisé et tout ça c'est finalement assez bien passé. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a pas mal de choix méthodos qui nous ont été un peu imposés par le texte. Et je pense que le choix méthodo qu'on aurait le plus pu modifier a posteriori, c'est nos critères d'inclusion. Parce que du coup, pour que... j'ai pas trop expliqué en fait l'objectif de l'étude, je vais en profiter. Pour nous, c'était d'évaluer l'efficacité du protocole de coopération sur la lombalgie. L'efficacité, mais aussi son impact sur différents critères de jugement. Et donc notre critère de jugement principal, c'était l'incapacité des patients à 6 semaines. Et on avait des critères de jugement secondaires avec la douleur, le risque de chronicisation, la satisfaction des patients. On voulait comparer aussi l'utilisation des ressources en santé dans les 2 groupes, voir s'il y avait des différences. Tu parlais tout à l'heure de l'imagerie. En fait, on avait quand même une hypothèse qui était de se dire peut-être que le groupe de patients qui seront vus par les kinés vont finalement utiliser moins de ressources, que ce soit sur le plan médicamenteux ou d'arrêt de travail ou quoi que ce soit. Et on voulait comparer aussi les temps d'attente entre les 2 groupes.
et mesurer le taux de patients qui seraient réorientés vers le médecin. Parce que ça, c'était aussi un critère de faisabilité des protocoles, c'est-à-dire que ça marche si moins de, on va dire, 20% des patients sont réorientés, quoi. Sinon, on commence à se dire que ça n'a pas forcément lieu de se mettre en place si finalement tous les patients doivent revoir le médecin derrière. Oui, ouais, c'est super bien. Donc, ouais, carrément. Euh, donc, on avait un petit peu tous ces critères-là. Et donc, les critères d'inclusion des patients, c'est des patients de 20 à 55 ans qui avaient une douleur lombaire depuis moins de 4 semaines. Et typiquement, ce critère-là, en fait, si nous, on avait pu faire moins de 3 mois, on l'aurait fait parce que ça nous paraissait tellement plus logique que moins de 4 semaines. Mais bon, au final, on n'avait pas le droit du fait du texte. Il fallait pas que ce soit dans le cadre d'un accident du travail. Parce que les kinés, à ce moment-là, n'auraient pas été habilités à faire la déclaration d'accident du travail. Et éviter. Alors après, il y avait tout un tas de critères de réorientation qui étaient l'identification de drapeau rouge au moment de l'examen. Si c'est une femme et si c'est une femme enceinte, si on est dans le cadre d'un accident du travail, donc je l'ai dit. Voilà, il y avait différents critères aussi qui faisaient que le patient devait être envoyé vers le médecin. Il y a un critère qui nous a posé problème et qui a posé problème à beaucoup de kinés qui ont pris connaissance de ce protocole, c'est la douleur irradiante dans le membre inf. C'est-à-dire que si on applique texto le texte de loi, un patient qui venait pour une lombalgie de moins de 4 semaines avec une douleur irradiante sans autre drapeau rouge, c'est-à-dire mettons sans déficit moteur dans le membre inf, devait être réorienté vers le médecin. Puis alors nous, ça, on s'est dit, c'est un non-sens complet. En fait, si là, on commence à réorienter les patients qui ont une douleur dans la jambe, on n'est pas sorti parce que ça incluait la cuisse, quoi, enfin l'arrière de la cuisse. Bah oui, ça va vite, là. Ouais, c'est ça. Une petite Et, fesse ou... oui, exactement. C'est ça. Et du coup, là, on a réussi à se mettre d'accord médecin-kiné pour se dire, bon, si jamais c'est ce cas de figure, vous nous faites, enfin les médecins nous disaient, vous nous faites un petit mot sur la messagerie partagée, juste pour nous informer. Mais clairement, vous ne nous renvoyez pas le patient, sauf s'il y a des signes de gravité autres qui le nécessiteraient. Mais en tout cas, on a réussi à avoir des petites adaptations en local qui ont permis de rendre le truc un peu plus faisable. Mais ça faisait partie des raisons pour lesquelles ce texte, au départ, était quand même compliqué à appliquer de manière très... je sais pas comment dire, mais en suivant vraiment le déroulé du truc, quoi. Mais juste cette modalité-là, tous les sites ont accepté de faire ça ou il y a des sites qui n'ont pas accepté? Ce que tu as dit là par rapport au médecin. Tous les sites ont accepté, Ouais. mais avec des comment dire, avec des modalités d'information des médecins qui n'étaient pas forcément les mêmes. Okay, ouais. Soit on met un mot dans le dossier médical, soit on informe le médecin, etc. Mais globalement, tous les sites ont accepté. Après, il faut se dire que les maisons de santé avec lesquelles on a travaillé étaient quand même des centres dans lesquels les médecins étaient hyper partants pour ce type de modèle, avec un niveau de confiance en les kinés qui était extrêmement haut, quoi. Oui. Donc, on n'a pas eu trop de mal au contraire, aller dans ce sens-là, et c'était presque une demande de la part des médecins, quoi. Parce qu'ils nous disaient, mais en fait, nous, ça sert à rien qu'on investisse du temps dans ce truc-là si finalement on se retrouve à revoir les patients 2 jours après à chaque fois, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, ouais, c'est évident. Donc c'est ça. Et parce que en fait, alors, quand on regarde le... Ah mais ça y est, j'ai perdu tous mes mots. Alors je suis désolé, moi comme j'ai fait la fac en Angleterre, j'ai fait plein de trucs, des cours en anglais, souvent j'ai pas les mots en français. Bon, ECR je l'ai, hein, par rapport à RCT, ça va. Il y en a plein d'autres où j'ai pas. Et Parfait. tu sais, ouais, hésite pas à les donner en français, hein, c'est juste, c'est pas que je veux pas les donner, c'est que parfois j'ai Ok, oui, ça marche. l'habitude de les utiliser. Je les entends de temps en temps, mais ça reste pas. Et tu sais, dans ton flux, ton diagramme de flux. C'est ça, un diagramme de flux. Ouais, Ouais. Exactement. Ok, bah celui-là, je l'ai. Celui-là. En fait, on voit que on voit qu'il y a vraiment des centres où il y a eu pas mal de recrutements, des centres où il y en a eu très peu, Ouais. il y en a où il n'y en a pas eu. Et il me semble que la durée de l'étude, c'était plus d'1 an. Ouais. Et ouais, tu vois, là, par rapport à ce que tu me dis sur les critères d'inclusion, les difficultés que vous avez eues, ben, je comprends déjà un peu mieux là. Parce que, Oui. effectivement, et pareil, de dire à un médecin qui vient d'être convaincu de l'intérêt que les patients puissent voir les kinés, que ça puisse être intéressant, de lui dire écoute,
finalement, tu as un groupe où pendant plus d'un an, les kinés vont pas faire comme ça, en fait. C'est ça, Là, exactement. ça peut être un petit peu compliqué, ouais. Et Ouais, exactement. ouais, et du coup, 4 semaines, waouh. Mais c'est ça. Et en fait, nous, au départ, on s'était dit, bon, ça va le faire dans le sens où il y en a des patients lombalgiques aigus, ça devrait pas poser tellement de problèmes de recrutement. Et en fait, de moins de 4 semaines qui viennent pas pour un accident du travail, il y en a On peut pas. finalement pas tant que ça. Non, et tu vois, moi, c'est un des Et, trucs que j'ai découvert en allant voir des médecins consultés. Enfin, oui. mm, En fait, c'est un des trucs que j'ai découvert où, en fait, enfin, il y a plein de patients, quand ils viennent les voir pour autre chose qu'une douleur musculo-squelettique. Parce que mm, moi, enfin, j'ai pas précisé, c'était que des douleurs musculo-squelettiques, hein, mais ils viennent pas les ouais, voir pour ça. Ils viennent les voir parce qu'ils sont malades, parce que je sais pas. Et donc, il y a un premier temps, le médecin évalue la première pause de consultation. Parfois, il y en a une deuxième. Et parfois, c'est la troisième où il dit, bah tiens, en fait, ça fait 3 mois j'ai mal au dos, ça fait 6 mois j'ai mal à l'épaule. Et le médecin, il dit, mais là, je suis désolé, j'ai plus le temps, il faudra reprendre rendez-vous pour ça. Et la mm, plupart du temps, en fait, les patients mm. ne reprennent pas rendez-vous pour ça. Donc, en gros, une personne qui a Bah mal au oui. dos, qui a pas besoin d'un arrêt de travail, qui n'est pas empêché de faire ce qu'il veut, à moins qu'il soit Mm, vraiment, vraiment en galère, mm. bah, il consulte pas. Non, mais oui, carrément. Ah, c'est Ouais, cool. Et, ouais, ouais. et du coup, tu vois, alors là, par contre, je me rappelle plus, mais le niveau d'invalidité des patients que vous aviez, il était fort. Il était en moyenne au départ dans les deux groupes autour de 10 points sur 24 au Roland-Maurice. Donc on était sur un score d'invalidité autour de 40%. Ouais, donc c'est quand même relativement. Donc c'est quand même avec un niveau de douleur qui était à peu près à 5 sur 10 au BPI. Mais je Ok. suis tout à fait d'accord avec toi que la majorité des patients qui venaient, c'était parce qu'ils avaient besoin d'un arrêt de travail en fait. Après, on a quand même fait une étude quali derrière Mhm. auprès des patients pour avoir un petit peu leur ressenti, leurs expériences et tout ça. Et finalement, dans le discours des patients, il y en a plusieurs qui rapportent un épisode douloureux mais extrêmement soudain, extrêmement intense, de l'ordre de ce qu'on, enfin, d'une lombalgie aiguë bien frappée qui te bloque pour 2-3 jours Ouais. et où arrêt de travail ou pas, en fait, là, tu as besoin de voir quelqu'un. Donc je pense qu'il y avait quand même des patients qui étaient un peu dans cette situation-là. En tout cas, on a recueilli ces témoignages-là dans l'étude qualitative. Mais par contre, oui, c'est sûr qu'en fait, le critère de moins de 4 semaines, il se tient pas. J'en reparlerai peut-être à la fin, mais on a à la fin de ma thèse, j'ai eu l'occasion de faire une relecture du protocole avec le CNCI, donc c'est le Comité national des coopérations interpro, qui s'occupe des protocoles de coopération, et de proposer en lien avec le CMK des adaptations en fait de ce texte-là. Mhm. Et une des adaptations qu'on a proposées, c'est de passer à 3 mois et pas à 4 semaines. Je pense que le gap était un peu important, notamment pour la l'HAS. Et donc, le 3 mois n'a pas été accepté, mais ça passerait à 6 semaines, Ils étaient pas a priori. prêts. Donc, on a gagné 2 semaines, Ok. ce qui est pas encore suffisant, mais enfin, Je serais, c'était... ouais, excuse-moi, je serais curieux de savoir, alors on peut pas savoir, hein, mais la proportion, les gens quand ils ont mal au dos, la proportion de personnes qui vont aller chez l'ostéo par exemple, et pas aller Ouais, voir le médecin ou, tout à fait. mais bon après ouais, après c'est la vraie vie quoi, hein. C'est Oui, oui, non, mais un peu carrément. la validité externe, enfin voilà, c'est la vraie Mm, vie quoi. Donc c'est ok, ça. ok. Et c'est ce que j'ai trouvé passionnant aussi enfin, dans le fait de monter cette étude, c'est qu'il y avait un côté très pragmatique. En fait, on cherchait à évaluer euh, directement dans les lieux de soins, sur le terrain. C'est pas une étude de laboratoire, c'est pas donc toutes les contraintes qu'on retrouve finalement qui font partie des limites de notre étude sont celles qui nous sont imposées, comme tu dis, par la vie réelle, quoi. Alors par le texte de loi évidemment aussi, Oui, mais de fait c'était. Alors le seul truc qui répondait pas tout à fait à ça, c'est le temps d'attente, parce que je ne sais pas si tu as pu noter ça, mais dans l'article, on se rend compte que les patients ont été vus assez rapidement, c'est-à-dire la majorité ont été vus dans les moins de 48 heures qui ouais. suivent leur appel. Et ça, on en a un peu parlé dans la discussion, mais c'était quand même majoritairement dû au fait que on a un petit peu mis de pression sur les investigateurs pour qu'ils libèrent des créneaux pour recevoir ces patients. Et comme le recrutement était finalement assez lent, tu parlais de 18 mois et en fait, on est très loin du nombre de sujets qu'on avait initialement calculé, sur lesquels on pourra revenir aussi. Mm. De fait, les créneaux étaient dispo, donc en fait, les gens étaient reçus le lendemain de leur appel dans la plupart des cas, quoi. Et ça, en vie réelle, hors essai clinique randomisé contrôlé, je pense, ça serait un critère qu'on aurait retrouvé a priori différent quand même.
Après, c'est un vrai sujet, hein, parce que, alors, tu vois, moi, je suis dans une région où tu appelles 20 kinés et t'as personne qui te rappelle. Donc, tu trouves Ouais, même pas de c'est vrai. rendez-vous. Donc, mais c'est un vrai sujet parce qu'il y a des gens qui sont tellement intéressés par l'accès direct qu'ils seraient capables de bloquer des créneaux dans leur agenda. Ouais, ouais. Donc, faut voir. Mais bon, là, en l'occurrence, on sait pas trop. Et donc, tu disais, bah, vas-y, je te laisse continuer. Oui, je sais plus trop où j'en étais. Je parlais de méthode. Donc, je vous ai présenté voilà les critères d'inclusion des patients qui étaient un peu restreints par le texte de loi. L'hypothèse qu'on a faite, c'est une hypothèse qu'on appelle de non-infériorité. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on est parti sur le principe que sur le plan clinique, il n'y avait pas de différence entre les deux modèles, donc entre le fait que le patient soit reçu par le kiné ou par le médecin. En tout cas, sur le critère de jugement principal qui était l'incapacité à 6 semaines. Alors, on a eu pas mal de questions, et ça faisait partie des questions qui m'ont été posées pendant ma soutenance de thèse, hein, mais de savoir pourquoi finalement on avait posé cette hypothèse de non-infériorité et pas une hypothèse de supériorité, de se dire ben si les kinés ont vraiment un champ de compétences à défendre sur cette prise en charge, pourquoi finalement votre hypothèse c'était pas de dire oui on devrait avoir des résultats meilleurs qu'en passant par le médecin. Et je sais pas toi ce que ce que t'en penses Bah, alors ou comment moi, ça je te pense fait deux réagir. trucs. Moi, je pense deux trucs. Moi, je pense que les études qui ont été faites à l'étranger, elles étaient sur cette base-là, il me semble. Mm, Et je pense qu'une des idées qui plaît le plus au niveau politique, enfin, je sais pas si on peut dire ça, c'est de libérer du temps médical. Donc, en gros, mm, bah, c'est libérer du temps médical. Est-ce qu'on peut se permettre de le faire sans prendre de risques? En fait, c'est un peu ça le mm, questionnement carrément. politique. Ouais. Donc, pour moi, ça a du sens. C'est ça. Ça a du sens vis-à-vis de ça. Ça a du sens aussi en se disant, cliniquement, on peut obtenir les mêmes résultats, mais peut-être en ayant moins d'utilisation des ressources en santé. Et ça, politiquement, aujourd'hui, on sait que ça a aussi un impact, en tout cas l'aspect financier dans les décisions qui sont prises, notamment par le PLFSS. Hein. Mais ça joue aussi. Et puis le dernier truc que je rajouterais, c'est que dans ce protocole, faut quand même avoir en tête qu'on demande au kiné, dans la manière dont il est construit, hein, de prendre la place du médecin. Et il y a assez peu de place dans ces protocoles à l'expertise du kiné en lui-même et à, tu vois, l'élaboration d'un bilan diagnostique kiné qui serait celui qu'on ferait si on recevait le patient avec ou sans prescription dans un autre contexte. Ouais. Ok. Et donc nous, évidemment, on a un peu adapté ça parce que les kinés avaient, enfin, toute leur expertise à apporter aux patients et donc on avait quand même un examen clinique kiné avec des exercices qui étaient proposés et tout ça. Mais si on le prend à la lettre, en fait, ce protocole, c'est vraiment presque une substitution d'un professionnel par un autre, sans forcément qu'on laisse pleinement la place au kiné d'exprimer sa propre expertise, quoi. Et ça, c'est un peu gênant aussi. Ouais, clairement, ouais. Bah, bon, ok. Mais tu vois, enfin, c'est là aussi au niveau politique où il y a cette idée de si c'est juste pour que des kinés fassent le boulot des médecins, le même boulot soit fait, mais en étant payé moins cher, ben voilà quoi. Donc c'est Carrément. après Ouais, ouais, non, c'est clair. faut pas qu'on se fasse C'est après quelqu'un. bon voilà, moi je suis pas trop là-dedans mais ça me touche quand même pas mal ce sujet-là. Faut pas non plus qu'on se fasse avoir, à se faire miroiter, on va vous donner plus de rôles, mais en fait voilà, vous avez de la valeur, on vous donne plus de responsabilités, mais par contre on continue de pas vous payer. Ouais, C'est un ouais, peu facile quoi. Donc ouais, ouais. Non, non, carrément. Carrément. Et du coup, enfin, dans la relecture du texte, on a essayé justement auprès du CNCI de faire passer le fait que, en fait, il faut que ces protocoles soient construits autrement, non pas juste dans une logique de substitution, mais dans une logique qu'on appelle la supplémentation, qui est celle en fait de dire bah, j'ai mon rôle propre et je viens ajouter une plus-value qui est liée à de la délégation de tâches d'un autre professionnel. Et c'est un peu comme ça qu'est pensée la pratique avancée à l'étranger finalement. tu vois, moi, ça m'amène une question là, que j'avais pas avant, j'ai pas, je me souviens pas si c'est marqué dans l'article, je pense pas, mais la durée de la séance. Parce que en gros, tu vois, la durée d'une séance médicale, enfin, ça fait longtemps que ça a été calculé, ça, je sais pas, ça a dû être à jour depuis, mais il me semble que c'était autour de 16 minutes, un truc comme ça, une durée moyenne de médecin généraliste. Mm. Euh, Là, en fait, Mm. les kinés, ils avaient comme consigne de faire cette durée-là, de faire leur durée habituelle. Enfin, il y avait des consignes par rapport à ça ou... Alors, on a essayé de, on va dire, protocoliser un peu l'intervention kiné, mais pas trop parce que le protocole en lui-même était déjà suffisamment lourd, on va dire. Ouais. On était souvent sur des consultations au total d'1 heure, mais sur 1 heure, il faut compter l'inclusion du patient dans la recherche
Et du coup, ça veut dire signature du formulaire de consentement, questionnaire de départ. Donc, on avait quand même un Roland-Maurice, un BPI, un Startback, plus des données sociodémographiques à collecter. Donc, donc ça prenait quand même un peu de temps, avec parfois des patients qui n'avaient pas forcément une très très bonne maîtrise de la langue française, donc ça dépendait des situations. Oui. Et du coup, le 1 heure se transformait parfois en 1 heure et demie parce que derrière, il y a tout l'aspect de la délégation de tâches en elle-même à gérer, plus le fait de remplir un formulaire d'arrêt de travail quand on n'est pas forcément hyper habitué à le faire, ça prend un peu de temps. Et comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu beaucoup d'inclusion dans chaque centre et donc les kinés n'ont pas eu vraiment la possibilité d'être très très familiers avec ces procédures-là parce que voilà, c'est le 15e, 20e patient qu'on reçoit, quoi. Et donc tout ça prenait un peu de temps. Donc je te dirais que c'était long parce qu'il y avait tout ça, mais que par ailleurs, la place de la consultation elle-même, qui était en dehors des aspects de recherche et des aspects très administratifs du protocole de coop, était pas si long que ça, quoi. Ok, ok. Il n'y avait pas une si grande différence après au final. Et en fait, Peut-être plus que 15 minutes, hein, quand même, mais non, bien sûr, je pense que ça ouais. n'excédait pas la demi-heure, quoi. Et tu vois, là, ça m'amène à un autre truc aussi, c'est que, bon, là, c'est peut-être un peu différent, Marc. Mais je m'étais jamais posé la question, moi, tu vois, en recherche, si tu as des patients, euh, je sais pas, le patient, il dort pas de la nuit, puis, enfin, depuis 3 nuits, alors parfois, il est sous des médicaments, là après, non, hein, mais il est sous des médicaments qui, cognitivement, rendent les choses plus difficiles. Si tu lui fais passer 2 tonnes de questionnaires avant de le voir, mais tu l'as rincé, en fait. Il est plus capable de rien, le pauvre. J'avais jamais Oui, réalisé ça, en fait. oui. En pratique, waouh. Oui, et ça, ouais, mais carrément. Et il y a tellement de projets de recherche dans lesquels, au début, on s'enflamme sur les critères de jugement et on se dit, on va mettre tel questionnaire, tel questionnaire, tel questionnaire, c'est trop bien, ils sont validés, ils sont en français, ils existent, ça va être super les analyses et tout. Et en fait, en pratique, typiquement, le Q5D5L, hein, c'est un questionnaire de qualité de vie qui est beaucoup utilisé parce que il permet l'analyse médico-économique derrière et il est horrible à faire remplir. Enfin, il est long. Il est vraiment long. Ok. Et en fait, ça fait partie des ajustements dont on parlait tout à l'heure. On commence à inclure quelques patients, on se rend compte qu'on en a pour 45 minutes de questionnaire avant de rentrer dans le vif du sujet de la consultation. Et en fait, ça, même pour les pros comme pour les patients, c'est pas tenable. Et puis, l'adhésion thérapeutique, elle est hyper compliquée à mettre en place Ok. dans le contexte de ce truc-là, quoi. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est que la personne qui fait remplir les questionnaires soit pas la même que celle qui fasse la consultation, tu vois. Oui, oui. Et dans ce cas-là, vraiment, le patient a l'impression qu'il y a une phase administrative avec un personnel administratif, puis une phase de vraie consultation. Et dans ce cas-là, c'est un peu plus facile. Mais, Mais clairement, c'est une question à se poser. Et c'est pour ça que nous, on a choisi le Roland Maurice qui est sur 24 points et pas l'ODI, l'OESTRI, qui est sur 100 points, ah oui, parce qu'il est plus rapide à faire passer, quoi. ouais, ouais, donc ça, bah, ça c'est intéressant comme choix aussi, ouais. Et c'est vrai que c'est un truc que j'avais pas réalisé. En fait, il y a des études, ça doit vraiment leur plomber leurs résultats, hein. Ouais. Enfin, franchement, hein, ça doit leur plomber les effets et tout ça. Ouais, j'avais Et jamais ça, réalisé ça, ouais. ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles le follow-up est pas terrible. En tout cas, nous, Ah oui. on a pas mal de perdus de vue. Alors, je pense qu'il y a deux raisons, hein. Il y a le fait que, tu sais, les patients, quand ils se sont farcis tout ça une fois, se le refarcir à 6 semaines et à 3 mois, en fait, ils n'ont pas trop envie parce qu'évidemment, ils reconnaissent les questions, ils savent bien ce qu'ils vont devoir remplir. Ah oui. Donc, on avait des réponses incomplètes avec le patient qui a démarré, puis quand il s'est rendu compte qu'il allait devoir remplir la même chose que la fois précédente, clairement, ça lui a pas plu, quoi. Après, il y a aussi le fait que les symptômes évoluent spontanément en 6 semaines et qu'un patient qui a plus mal au bout de 6 semaines, ça lui paraît parfois pas pertinent de re-remplir ces questionnaires-là. Bah, Il y a aussi ça. ouais, Mais clairement, faut bien les réfléchir avant, quoi. ah, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Et tu vois, comme tu disais tout à l'heure, on peut vite s'enflammer, avoir plein de types d'évaluations validées, tout ça, machin. Mm, mm. Sauf que là, c'est pareil. Après, dans ton analyse statistique, tu augmentes les risques d'erreur. Ouais, C'est type 2. Non, je sais plus. de type 1. Le type 1, Quand tu ouais. multiplies les tests statistiques, ouais. Tu vas trouver un truc significatif parce que juste, bah, t'en as fait 20 et vu qu'il y a 5% de chance de. Bah, tu vas forcément en trouver un moins un. Ouais. Oui, c'est ça. Ça veut plus rien dire. Alors, ouais, non, mais c'est clair. Après, l'inflation du risque, elle est surtout présente si on multiplie les tests sur un même outcome, quoi, sur un même résultat. Mais bien sûr, en fait, plus on multiplie les critères de jugement, plus on a de chance aussi de voir un effet là où on n'en aurait pas eu si on avait
peut-être réduit un peu les critères de jugement, quoi. En effet, ouais, qui n'existe pas en vrai, ouais. Ok, ouais, super. Donc ça, et donc alors, si on reste sur le flowchart là, en fait, il me semble, Ouais, donc au départ, vous aviez 3 centres de chaque côté. 3 centres où c'était les médecins, 3 centres où il y ouais. avait les kinés. Et en fait, dans le détail, on voit que bah, de chaque côté, il y a un centre qui n'a pas inclus de patient. Il y a un centre qui a. Oula, ça fait un truc bizarre. Et au niveau T'es en train de passer en feu ouais, d'artifice. faut pas que je me dise avec mes noms. Euh, et il y a un centre où il y avait peu de patients, et à chaque fois, il y avait un centre où il y avait beaucoup de patients. Euh, Oui, si je me trompe carrément. pas. Donc en fait, c'est pareil, j'imagine que c'était pas trop attendu. Non, non, c'était pas trop entendu. J'étais en train de me le remettre sous les yeux. Oui, on a eu un centre où enfin, 2 centres de chaque. Ah non, non, pardon. En fait, dans la version que je t'ai envoyée, J'ai pas compris. le flowchart n'est pas complet. Je leur ai demandé de modifier ça avant publication. Ah, ok. C'est que le centre 3 et le centre 6 s'affichent pas. Ah, bah Ils voilà. sont trop bas, pardon, par rapport au j'aurais dû te le préciser, excuse. Ah, ouais, ok. J'ai complètement oublié ça. En fait, on n'a eu aucun centre qui n'a pas inclus. D'accord. J'étais en train de me dire, ah bon, mais je me souvenais pas que. Mince. Mais par contre, on a eu un centre qui n'a inclus qu'un seul patient, Ouais, par exemple. c'est ça. Et donc, ça fait beaucoup de déséquilibre dans les clusters. Donc ça, c'est un truc qu'on prend en compte dans l'analyse statistique derrière. Ouais. Mais mine de rien, si tu veux, plus tes clusters vont être hétérogènes, euh, plus ça peut amener, on va dire, l'incertitude dans les résultats que tu vas mesurer, quoi. Ouais. Et de fait, on avait déjà une forte incertitude parce qu'on a une taille d'échantillon qui est beaucoup plus faible que ce qu'on avait calculé. Après, je ne sais pas si on en parle maintenant ou on Ouais, en ouais, parlera tout à ouais, l'heure de cette ouais. histoire de, Ouais. Si c'est de ok, MCID, mais tu peux en parler maintenant, je pense. Ouais. ouais. En fait, l'idée, c'est qu'on a calculé au départ notre taille d'échantillon sur une différence minimale cliniquement importante de 2,5 points pour le Roland Maurice sur 24. Et qu'en fait, on s'est rendu compte, donc avec ce calcul, on se retrouvait avec 180 patients à inclure. 195 parce qu'après on prend en compte une petite marge de patients perdus de vue. En fait, on s'est rendu compte a posteriori, mais c'est-à-dire qu'on avait déjà fait la déclaration sur Clinical Trials, etc., que cette MCID correspondait pas à celle qui était vraiment la plus pertinente pour notre population d'intérêt. C'est-à-dire que l'étude sur laquelle je m'étais appuyée, je me suis laissée un peu berner par le fait que c'est un super journal dans lequel elle avait été publiée, c'était dans le Lancet, Ouais. et c'était une population de patients avec vraiment enfin, douleurs lombaires associées à des sciatalgies et à des fortes comment dire je suis comme toi, je suis en train de bugger sur les mots, des déficits moteurs importants dans les membres inférieurs. Ok. Et donc, j'étais un peu passée rapidement sur cet aspect-là, et c'est vraiment une erreur de ma part parce que quand on cherche une MCID pour un critère de jugement principal, c'est hyper important de chercher la population qui est la plus proche possible de celle que nous on étudie. Sinon, on se rend compte que la valeur de la MCID que la MCID n'a pas de valeur en tant que telle. Elle a de la valeur que si elle est spécifique de la population, quoi. Et je vais juste spécifier, MCID, parce que tout le monde n'est peut-être pas hyper familier, c'est la différence minimale qu'on peut considérer comme faisant ayant une pertinence clinique, quoi. C'est-à-dire, par exemple, sur un RMDQ, est-ce que si mon patient il diminue de 3 points ou est-ce que s'il diminue de 6 points, cliniquement, ça va avoir du sens pour lui, quoi. Et donc, nous, on l'avait fixé à 2,5. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a même un consensus d'experts qui va jusqu'à dire que c'est plutôt 4 à 5 points. Et sur une population de patients en soins primaires avec le même niveau d'incapacité que celle de notre population, avec des douleurs aiguës de moins de 4 semaines, on a une étude très claire qui nous calcule une MCID à 5 points. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on s'est appuyé derrière pour justifier qu'on avait modifié cette valeur. Mais on n'a pas pour autant, et c'était une des questions que tu me posais tout à l'heure, hein, Oui. on n'a pas pour autant modifié la taille d'échantillon qu'on avait calculée parce que nos déclarations sur Clinical Trials étaient déjà faites. Et donc, on a voulu être complètement transparent et de dire, bah voilà, on avait calculé notre taille d'échantillon avec cette valeur-là. On se rend compte a posteriori qu'elle n'est pas OK.
Donc, on change de valeur de référence pour l'analyse de nos résultats, mais par contre, on ne recalcule pas notre taille d'échantillon, quoi. Oui. Donc, on a quand même conclu en disant on n'atteint pas nos tailles d'échantillon, quand bien même elle aurait été plus faible avec une MCID plus haute. Mais pour autant, voilà, comme on n'a pas refait le calcul, on se base aussi sur le fait que nos résultats manquent de puissance statistique en tous les cas, et donc faut prendre vraiment les conclusions avec des pincettes, quoi. Alors, ouais, ça c'est intéressant. Effectivement, on en parlait, mais c'était avant de lancer l'enregistrement. Mais c'est bon, tu as redonné Oui, les détails, mais c'est bon. Et, c'est vrai. c'est important de. Alors, tu vois, moi je sais pas ce que tu as fait, hein, mais ça, d'un point de vue recherche, il faut être droit dans ses bottes. Enfin, il y a une rigueur à avoir. Moi, je me rends pas compte, je sais pas, je peux pas me projeter, mais je pense que j'aurais eu la curiosité de me dire, attends, si on avait, sans de publier machin, mais d'avoir une idée, tu vois, Ah oui, on oui. change le MCID, qu'on refait le calcul, il nous aurait fallu combien de personnes? Non, mais là, on l'a refait, hein. Et il aurait fallu combien, tu te rappelles ou pas? C'était 80. 80, ok. Bon, mais 80, après tu prends en compte 20% de perdu de vue, donc ça montait, tu vois, un petit peu plus, pour les 15, ouais. mais clairement, on n'était pas aux 195 patients du Ouais. démarrage, quoi. Bah ouais, tu divises par deux, ouais, donc effectivement, ça faisait une grosse différence. Mais tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce soit dans votre conclusion, parce que parfois, il y a des articles où là, du coup, la puissance statistique de l'étude est pas suffisamment forte pour tirer des conclusions définitives, enfin, fortes, on va dire, voilà. Ouais, bien sûr. Et tu as des choses comme ça qui sont bien affichées dans certains articles, mais ça ressort pas à la conclusion. En fait, dans la conclusion, les auteurs ils disent voilà, nous on a trouvé ça, c'est statistiquement significatif, point. Ouais. Ils rappellent pas ce truc-là, et ce qui est vraiment intéressant d'un point de vue honnêteté, bon, j'en doutais pas, hein, mais d'un point de vue honnêteté intellectuelle, c'est que vous là, dans la conclusion, vous l'avez mis, et vous l'avez même mis dans l'abstract, en fait. Et ça, je pense que ça arrive pas si souvent que ça. Et vraiment, ça doit arriver Ouais. pas très souvent que ça soit pas dans la conclusion, et encore plus au niveau des abstracts. Quand on lit juste un abstrait d'article avec ça peut vraiment complètement passer à travers. Et donc, ouais, merci, et merci d'avoir fait preuve de cette honnêteté-là, ouais. Non, c'est gentil, mais je pense que effectivement, pour moi, c'est un enjeu important de la recherche. Je pense qu'il y a aussi un truc, c'est qu'il y a pas mal d'études dans lesquelles on n'a pas trop d'infos sur la manière dont est calculée la population, la taille d'échantillon. Et parfois, les auteurs laissent volontairement une espèce de flou autour de ça pour pas forcément trop qu'on soit capable de dire si la puissance finalement est bonne ou pas, quoi. Et donc, et pour moi, c'est une des premières choses à aller vérifier en lecture critique, hein, c'est quelle est la taille de l'échantillon, sur quelle puissance on s'est basé, sur quelle valeur de MCID, et voilà, est-ce que les détails en fait sont donnés par les auteurs par rapport à ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, je me sentais hyper mal à l'aise de cette déviation au protocole, et aussi bien dans ma soutenance de thèse que dans les retours des reviewers sur cet article, je me suis dit, mais en fait, on va se faire démonter, quoi. Ouais, Et en fait, pas du tout. Et au contraire, les reviewers nous ont dit, mais vous n'avez pas besoin parce que à la base, le paragraphe de justification était quand même 2 fois plus gros que celui qui est là. Puis ils m'ont dit, mais calmez-vous sur vos justifications, quoi. C'est OK, et argumentez moins. Et puis du coup, je me suis dit, bon, c'est que bon, la démarche est claire et qu'ils ont bien compris, tu vois. Mais oui, non. Il y a un paragraphe dédié à ça. Non, ouais, mais c'est important, c'est important. Et du coup, alors au final, je sais plus ça par contre. Vous avez inclus combien de patients? On en a inclus 60. Ok. 60 patients, mais in fine, on a quand même un petit peu de manque de suivi des patients. Oui. Et donc, on a un peu plus de 40 patients dans les analyses, à 6 semaines et à 3 mois. Oui. Bon, ça nous a pas empêché de trouver quand même des résultats qui nous donnent des pistes de réflexion, je pense, intéressantes. On se rend compte que finalement, la différence clinique entre les deux groupes, elle est extrêmement faible. On est sur un 0,39 points sur le RNDQ qui est sur 24 points entre les deux groupes. Donc après, pour la non-infériorité, il faut regarder l'intervalle de confiance. On va regarder la borne supérieure, mais
voilà, globalement, on reste sur un résultat qui est assez faible en termes de différence. Et on a retrouvé la même chose sur la douleur, l'aspect intensité et interférence de la douleur avec les activités des patients. Ouais. Une réduction aussi du risque de chronisation dans les deux groupes. Donc sur ces aspects cliniques, il n'y avait pas trop de différence. Là où on a retrouvé de la différence, et ça je trouve que c'est important parce que c'est aussi ce qu'on retrouve dans la littérature étrangère, c'est les prescriptions médicamenteuses. Donc on a beaucoup moins de prescriptions chez les kinés en termes de paracétamol, AINS que chez les médecins. Donc chez les médecins, les AINS montent quand même à plus de 90% de prescriptions, Ouais. là où ouais, ouais, je vais me remettre le tableau sous les yeux parce que je voudrais pas te dire n'importe quoi. Oui, ouais. Euh, Puis tu sais, j'ai quand même bien travaillé cette étude, mais un an après, j'ai plus toujours les chiffres en tête. Ouais, on est à 93% d'AINS. Et ce qui est intéressant de montrer aussi, c'est que on a mesuré les autres antalgiques qui étaient donnés par les médecins, enfin les autres traitements médicamenteux, et on est quand même presque à 20% de prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs Oui. chez des patients qui ont une douleur depuis moins de 4 semaines quand même. Ok. Où on avait un gros critère de réorientation sur la récidive de plus de 12 mois, enfin un critère d'exclusion, pardon. Ouais. Donc c'était quand même des patients lombalgiques aigus, bien aigus, quoi, pas trop récidivants a priori. Et donc avec un taux assez important de prescription de molécules qui sont quand même qui ont un mode d'action assez fort là. Ouais. Et on n'a pas pu comparer évidemment avec les kinés parce que les kinés n'étaient pas habilités à prescrire les anxiolytiques et les antidépresseurs. Bien sûr. Mais voilà, ça montre quand même que dans certaines... ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que finalement les guidelines en médecine générale sur la prise en charge de la lombalgie, même sur le plan médicamenteux, elles sont pas si claires que ça. Mm. Quand bien même il y ait des recos de l'HAS qui soient sortis en 2019 et qui soient quand même assez étayés, en pratique, voilà, il y a une certaine flexibilité de chacun et ça peut dépasser un petit peu le cadre des recos actuels, quoi. Ouais. Tu vois, ça, moi, ça m'évoque deux choses. Ça m'évoque le fait que peut-être un médecin généraliste. Alors, déjà, tu vois, ça nous arrive d'avoir des patients en tant que Mm. kiné où ils disent bah, pourquoi le médecin il m'a donné des médicaments et tout, moi j'en veux pas, ou bah, tu vois, ok, pourquoi il m'a pas proposé autre chose, etc. Et en général, moi, le discours que j'essaie d'avoir auprès des patients, c'est de leur dire, vous savez, le médecin il cherche à vous aider et les armes dont il dispose, enfin les armes, les outils dont il dispose, c'est de vous envoyer vers une personne qui peut vous aider, qui est spécialisée, enfin qui peut vous aider à avancer. Et après, il a les médicaments qui peuvent vous aider aussi. Enfin, lui, c'est Mm. les outils qu'il a, donc s'il vous les propose, c'est juste le signe qu'il cherche à vous aider, tu vois. Carrément, Et en ouais. gros, là, dans ton étude, euh, les kinés avaient le droit de faire autre chose. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit de proposer leurs propres armes aussi. Mais Oui, alors, sans doute que ça aurait été dit, enfin, pas, ça serait pas passé comme ça, mais si jamais un kiné, tu lui donnes que cette arme-là, peut-être qu'il prescrit plus aussi, hein. c'est possible. S'il n'a pas Ouais, d'autres trucs qu'il peut ouais, faire pour la personne. Et puis l'autre élément ouais. que je me dis, c'est que si c'est un médecin généraliste, ben, il y a des chances qu'ils connaissent déjà un certain nombre de patients et qu'il y a peut-être ils ont peut-être des troubles autres, enfin, des difficultés autres, ils connaissent mieux leur vie, etc. Mm. Et d'aller proposer un anxiolytique parce qu'il connaît le cadre de vie de la personne à ce moment, il Mm. voit qu'il y a des facteurs psychosociaux ou psychologiques très forts dans l'historique de la lombalgie, bah, ça peut faire du sens aussi, tu vois. Ouais, ouais, Et c'est vrai. c'est des choses. Enfin, ouais, moi, ça m'évoque ces deux trucs-là, ouais. Ouais, non, non, mais carrément. Carrément, et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas tiré de conclusion du tout là-dessus, parce qu'en fait, déjà, on n'était pas en mesure de le comparer. C'était que, à première vue, on s'est dit, ah ouais, quand même, c'est pas anodin. Surtout dans le cadre de, alors en France, on en parle un peu moins, mais la crise des opioïdes Ouais, dans les pays anglo-saxons, enfin, pas tant au Royaume-Uni, mais aux au États-Unis. Canada et aux États-Unis, c'est Ouais. quand même une réalité, Mm. surtout sur la prise en charge des troubles musculo-squelettiques. Et du coup, quand on a vu ça, c'est vrai que ça nous a fait un peu penser à ça, mais je suis hyper d'accord avec toi sur le fait que aucune conclusion hâtive, parce qu'en fait, il y a autant de pistes d'explication possibles que de médecins qui auraient eu des pratiques différentes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, donc tout à fait, ouais. Faut quand même mesurer les propos là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, là, ce qu'on obtient, c'est des données.
Et puis après, du coup, Ouais, c'est comment ils interprètent. Et la plupart mmh, des interprétations, c'est de nouvelles hypothèses, en fait. Hein. C'est pas, bien sûr. c'est pas Ouais, des conclusions définitives. Donc ouais, après, ouais, faut voir qu'est-ce qu'on continue d'explorer, etc. Mais ouais. ça reste des nouvelles hypothèses. Et Et puis il y a un truc aussi par rapport à ça, c'est que tu vois, quand on a fait l'étude qualitative derrière auprès des kinés pour savoir voilà quel était leur sentiment de compétence sur les actes et comment ils le justifient, on s'est rendu compte que effectivement sur la prescription d'AINS, il y avait une forme d'appréhension globale et, et qui était en grande partie liée au fait que c'est pas notre champ de compétences habituel oui, et qu'en plus ils n'ont pas eu le temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de s'acculturer vraiment à ça parce que peu de patients reçus quand même dans le cadre de cette étude et du protocole. Et donc évidemment peut-être que si on faisait durer l'étude beaucoup plus longtemps puis qu'ils commencent à être vraiment familiers avec ça, avec un feedback derrière du médecin de ok c'est cool, ça s'est bien passé, machin, le patient évolué comme ça, c'est possible aussi que les taux de prescription petit à petit augmentent finalement avec l'expérience et que un des facteurs qui fait qu'on prescrit moins en kiné et on le retrouve dans quasiment toutes les études sur la pratique avancée à l'international, c'est aussi que bah, ça fait pas partie de notre champ de compétences habituel. ouais. Et donc on a tendance à utiliser, comme tu dis, les outils qu'on maîtrise et qu'on connaît le mieux et qui sont à ce jour pas les traitements médicamenteux quoi. Ouais. Et je pense aussi on n'est pas habitué à filer des substances avec des risques comme ça. Enfin, tu vois, Ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai ce truc qui me vient. Un de nos intervenants, Jeremy Lewis, ça fait très longtemps. Le premier cours que j'avais fait avec lui, l'agence EBP n'existait même pas. Euh, ok, En fait, il avait dit, lui, il avait été formé justement, et du coup, il était formé à tout ce qui était médicaments. Et il nous avait parlé de ouais, ça. Il nous avait dit, mais plus jamais, enfin, je prendrai un ANS de ma vie, quoi. Parce que mm, pendant la formation, il leur avait expliqué tous les risques associés à ça, et lui, il a dit, mais mm, juste, alors que les médecins sont habitués à connaître les risques, à prescrire quand même, etc. Et mm, quand tu découvres ce truc-là, et tu te dis plus ce que ça peut faire, tu dis, oh, attends, doucement, quoi. On n'a pas, ouais, c'est ça. on n'a pas pour habitude de proposer des Et choses à on nos n'a patients. pas forcément ces connaissances-là, Ouais, et puis de proposer c'est des clair. choses, on pense on leur fait prendre des gros risques pour leur santé plus générale, en fait. On a pas, parfois, on se rend peut-être pas compte Ouais, qu'on fait, ouais, mais en tout cas, en conscience, ouais, on prend pas ce genre mm, de risque-là, ouais. Effectivement. ouais, carrément. Carrément. Et puis, un des résultats qui va aussi un peu dans ce sens-là, c'est de se rendre compte que finalement, le taux de prescription en kiné est beaucoup plus important dans le groupe kiné que dans le groupe médecin, évidemment. Je pense aussi. Euh, Ouais, et donc, en fait, c'est un peu la même conclusion, c'est que on prescrit plus en kiné parce qu'on connaît la kiné et que on est aussi plus habitué. Enfin, en tout cas, ça nous paraît plus logique d'orienter un patient et on le fait avec beaucoup moins d'appréhension vers la rééducation que de prescrire des médicaments, quoi. Là où les médecins vont peut-être être un peu plus réticents parfois dans certaines situations sur la lombalgie aiguë à orienter vers de la kiné derrière. bien sûr, ouais. C'est marrant parce que souvent, tu vois, on voit ça comme un problème, enfin, où on peut voir, émettre une critique à propos de ça, de dire, genre, quand t'as un marteau, tout ce que tu vois, c'est des clous. En fait, tu vas taper dessus et de se dire, bah, parfois prendre du recul et se dire qu'il n'y a pas forcément que ma pratique, il peut y avoir d'autres choses, Mm, etc. mm, Mais ça, ok. Par contre, tu vois, si tu changes de point de vue, de te rendre compte que d'autres personnes vont vraiment voir à leur porte et du coup de s'en agacer, bah, il faut peut-être réaliser que c'est peut-être un peu normal aussi, quoi. Donc, c'est un biais qui est normal. Et bien sûr, ouais. tu vois, c'est des choses. Enfin, c'est un tout petit peu différent, mais moi, ça m'évoque une période de ma vie où je faisais exclusivement du Mackenzie, j'étais à fond dedans, etc. Et je me retrouve avec un patient qui me dit euh, j'ai vu un rhumato, il m'a dit de toute façon, la méthode Mackenzie, ça marche jamais. Là, à le moment, j'avais pris un peu ça dans la tête en me disant, Ouais. mais pour qui il se prend, tu vois? Mm, Et en fait, ça mm, m'avait fait réaliser que mais moi, je pourrais me dire, mais bon sang, les ostéos, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Parce que tous les patients qui viennent me voir, ils ont vu, enfin, tous ceux qui ont vu des ostéos, ils ont toujours mal. Mais en gros, il y a un biais monumental. C'est-à-dire que ceux qui ont mm. mal, je les vois jamais. Tu vois? Bah oui. Et du coup, le rhumato, c'est pareil. Ceux qui vont mieux avec cette stratégie-là, ben, ils les voient pas en général. Donc, du coup, de prendre ce recul-là, de pas aller vite trop juger, de se dire, ben, c'est un Mm, biais qui est normal. Bon, après, soi-même, d'essayer justement de prendre du recul pour pas s'enflammer, mais oui, bah, donc et du coup, c'est normal. On a un outil, on a des stratégies, on a déjà vu que ça a semblé aider des patients.
Et du coup, de vouloir en faire bénéficier un patient supplémentaire, c'est juste normal, quoi. C'est parce qu'on en veut du bien, en fait. Mm. Proposer de la kiné, Ouais, 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 non, non, mais et carrément. médicaments quand on est médecin, bah, c'est humain, quoi. Ouais, 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 ouais. Et puis on n'a pas la même culture professionnelle en fait. Donc juste, c'est comme ça. Enfin, je suis d'accord avec toi que faut essayer de pas être trop rapidement dans le jugement et puis d'être plus dans la réflexion de à l'échelle d'un parcours de soins, à l'échelle d'une population, à l'échelle du système de santé, en fait, Ouais, qu'est-ce qui aujourd'hui a le plus de sens pour les gens et pour l'ensemble de la société, quoi, en termes de consommation de ressources, en termes de rapidité d'accès aux soins et tout ça. Et je pense que c'est plus ces critères-là qui ont de la valeur que finalement. effectivement. Et après, tu vois, ça veut pas dire qu'il faut pas se remettre en question. En fait, c'est juste la Mm, façon, parce que la façon dont on voit le truc, ça peut nous braquer et faire que quand on va aborder le sujet, ça va pas bien se passer, en fait. ouais, On peut être carrément. content. En fait, juste de réaliser que, bah, non, c'est compréhensible. Ça peut Mm, permettre d'en discuter, d'aboutir à quelque chose de constructif, en fait. Tu vois, c'est plus mm, ça, mais pas de dire, bah, c'est comme ça, on n'y peut rien, on change rien. Non, mm, mm. c'est pas ça que je veux véhiculer comme Exactement. message, ouais, Ouais, clairement pas. Ok, ouais, cool. carrément. Donc, ok, dans ces différents critères-là, ouais, incapacité, pas de différence. Les différents critères secondaires, etc., il n'y avait pas de différence non plus. Donc la grosse différence, c'est sur ce qui était proposé aux patients en termes de modalité de traitement, on pourrait dire. En termes de délai, il me semble que c'était similaire aussi, hein. Ouais. Les délais étaient relativement similaires, la satisfaction aussi. Ouais, Donc finalement, nous, l'idée derrière, enfin les grandes conclusions, hein, entre guillemets, c'était de dire, ben, on semble avoir effectivement des résultats cliniques qui sont relativement similaires. Euh, et par ailleurs, peut-être une utilisation des ressources qui est différente, clairement, entre la prescription médicamenteuse, l'orientation vers la kiné, etc. Des temps d'attente qui sont similaires, mais aussi parce que voilà, on en a parlé tout à l'heure, on était dans le contexte d'une étude clinique, oui, une satisfaction relativement similaire, et tout ça à interpréter avec finalement un niveau de preuve enfin, comment dire, une puissance statistique qui est quand même réduite parce qu'on n'a pas atteint l'échantillon escompté, mais on a quand même validé notre hypothèse principale qui était la non-infériorité mhm, d'un modèle par rapport à l'autre. Et sur le plan de la sécurité, on n'a eu aucun événement indésirable. Je pense que c'est intéressant de le noter, enfin de le mentionner parce que comme c'était les premières études un peu sur le sujet en France, je pense que c'est bien qu'on en parle. Mais voilà, il y a eu aucun problème majeur, on va dire, lié à l'évolution de l'état de santé des patients. Il y a eu 5 patients du groupe kiné qui ont été réorientés vers leur médecin. Et du coup, pour nous, ça a été intéressant de se dire, ben voilà, enfin, qu'est-ce qui s'est passé derrière une fois que les kinés ont réorienté parce qu'ils ont identifié tel ou tel drapeau rouge. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait pour aucun de ces 5 patients davantage d'investigation médicale qui avait été demandée. Donc oui, pas d'IRM supplémentaire, pas de radio, pas de quoi que ce soit. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on se dit probablement que les kinés, peut-être dans certains cas, un petit peu par précaution, aussi parce qu'on n'est pas encore très habitué à recevoir des patients en première intention. Et donc, on a tendance à se dire qu'un signe clinique qu'on va identifier comme étant un drapeau rouge qui nécessite une réorientation immédiate, finalement, peut-être qu'avec un peu d'expérience et le feedback du médecin derrière, on peut se dire, bon, bah finalement, ça c'est peut-être ok en fait, et ça nécessite peut-être simplement une surveillance et je réoriente pas forcément tout de suite. Mais voilà, ça c'est un ajustement qui va se faire aussi au fur et à mesure, je pense, à partir du moment où on va être habitué à recevoir les patients dans ce contexte de première ligne, quoi. mais après, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, l'adaptation que vous avez faite, mais c'est à un autre niveau. En gros, Mm. mettre le médecin au courant, sauf que là, vu le protocole, en fonction du critère, le médecin est obligé de les revoir, en fait. Ouais, oui, Donc, oui, il y a ça aussi. bah Ouais. oui, oui, parce que autrement, tu le mets au courant, tu dis, ouais, j'ai dépisté, je sais pas, moi, une petite perte de force, Mm, mais je suis même pas trop sûr que ça soit la douleur ou autre qui mm, inhibe la contraction, enfin, je sais pas trop. Par mm, contre, j'ai informé le patient, risque que de cheval, machin, j'ai montré comment suivre ce truc-là. Il sait que si ça évolue défavorablement, il faut qu'il reconsulte. En fait, si mm. tu poses ça avec le médecin il va dire, bah ok, j'ai pas besoin de le revoir. Mais là, après, dans votre Ouais, protocole, avec ce truc-là, il fallait qu'il le ouais, revoie de toute façon. Donc,
si j'ai compris. Oui, 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 et puis c'était aussi pour, t'as raison, pour se protéger et coller au texte de loi tel qu'il a été rédigé, quoi. Oui, Après, du coup, il y a pas mal de critères qu'on a demandé au CNCI de retirer. Alors tout n'est pas passé, mais je parlais tout à l'heure de la révision du protocole. Donc il y avait la durée qu'on a souhaité revoir. On voulait l'âge aussi. En fait, on s'est dit 20, 55. En fait, c'est parce que c'est les recos de l'HAS, mais ça n'a pas vraiment de sens. Et ça, c'est pas passé parce que recos de l'HAS en France, c'est le texte de référence. Et on a souhaité modifier un petit peu aussi les critères de réorientation parce que par exemple il y avait palpation douloureuse des épineuses et oui. si tu retrouvais ce critère-là, il fallait que tu réorientes. Pour nous, ça n'avait pas vraiment de sens. On comprend le message qui est derrière, hein, mais je pense que si tu l'appliques extrêmement à la lettre, bah, finalement, tu vas réorienter 80% des patients. Donc ça, je crois que dans la version qui a été proposée à l'HS, ça a bien été retiré. L'histoire de l'irradiation dans le membrane aussi. Et comme ça, il y a des petits ajustements à faire, je pense, sur ce texte. Alors tout n'est pas passé, hein, mais il y avait un autre truc aussi qu'on a voulu demander à modifier, c'est en fait, le taux, la durée de l'arrêt de travail était de 1 à 5 jours. Ah oui. Et en fait, dans l'étude Cali, on a pas mal de patients qui nous ont dit, mais en fait, moi, j'ai trouvé ça super bien que le kiné puisse me prescrire l'arrêt de travail et que j'ai pas besoin d'aller voir le médecin pour ça. Presque les patients sont à dire, ben, finalement, moi, que ce soit le kiné ou le médecin qui me le prescrive, si à la fin je l'ai, peu importe pour la suite, quoi. Bah oui. Et par contre, il y a certains patients qui pouvaient pas retourner travailler au bout de 5 jours sur un épisode de lombalgie aiguë vraiment intense et pour qui ça aurait mérité une prolongation, tu vois, un renouvellement de 5 jours ou une prolongation, et qui là devait se retrouver à revoir le médecin juste pour cette formalité-là. Ouais. Donc on a demandé dans la révision du texte à ce que le kiné puisse renouveler l'arrêt de travail, mais ça n'a pas été accepté. Donc bon, après, on essaye de faire passer des choses et puis ça passe ou ça passe pas, mais ça aurait pu avoir du sens en tout cas de pouvoir prolonger ou renouveler quoi. Ouais, bah, ça doit être satisfaisant pour toi de se dire, ouais, j'ai fait ce travail-là, j'arrive à des infos, avec ces limitations, on en a parlé, etc. Mm, On arrive à des infos, et quand même, au passage, on a fait une expérimentation où on en retire une expérience, en fait, et de cette mm, expérience-là, on voit si on peut faire évoluer les choses, et quand même, enfin, entre guillemets, que sur une étude, tu as réussi à mm, faire changer les critères. Enfin, il y a des choses qui sont mm, passées, tu vois? Donc, mm, puisque ils auraient pu dire: «Attendez, vous êtes gentil, mais pour l'instant, c'est juste un truc». Enfin, donc c'est quand même pas rien, je trouve, et bien sûr. même les choses qui sont pas passées, tu amènes le sujet, et Mm, parfois, peut-être, tu plantes une graine, et puis si le sujet revient par différentes voies, et puis si les personnes en charge de ça font un chemin, et cetera. Enfin, mm, tu vois, c'est des, bah, c'est sûr que c'est frustrant quand, ça met du temps et qu'on pense que ça a du sens. mm. Maintenant, je pense la frustration que ça prend du temps quand on fait un truc pareil, bah, on est un peu habitué, mais Ouais, c'est ça. non, non, ouais, enfin, c'est c'est quand même pas rien, je trouve. Oui, c'était vraiment chouette d'avoir cette phase un peu. J'ai pas du tout fait ma thèse pour des volontés politiques ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment que scientifiquement, ça m'intéresse. Ouais. Mais d'avoir cette possibilité-là derrière de, de faire évoluer un tout petit peu un texte qui a été publié comme tel et qui en fait nécessite des ajustements, c'était hyper intéressant. Après, c'est vrai qu'il faut pas se leurrer non plus. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qui dépassent largement le cadre scientifique de tout ce qu'on pourra évaluer, on va dire. Et donc, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on ait un niveau de preuve sur ce qu'on fait en kiné, alors quelles que soient les interventions, et encore plus en fait, non, de la même manière sur des modèles de soins qui sont nouveaux et dans lesquels on a des nouveaux rôles, parce qu'en fait, on a besoin de prouver que on est capable de le faire, qu'on va pas mettre en danger les patients et que on a les compétences en fait pour recevoir les patients en première ligne, etc. Et qu'en fait, moins on a de données pour appuyer ça, moins on pourra renforcer nos arguments, même s'il y a une grande partie des arguments qui nous échappent sur le plan scientifique et qui sont extrêmement politiques, quoi. Bah, et c'est sûr, hein, c'est sans doute une base, et puis c'est quelque chose sur lequel on peut avoir peut-être un peu plus de prise que d'autres.
Mm. Bon, après, c'est différentes voies aussi, hein, au niveau politique. Il peut y avoir des gens aussi qui arrivent à travailler un truc, hein. Moi, je connais pas trop ça, Mm. mais qui arrivent à, voilà. Mais c'est sûr que voilà, c'est un rôle qu'on peut jouer. Ouais. Et clairement, enfin, ça donne vachement de sens à toute ta démarche. Enfin, c'est tout ce travail, tout le temps que ça te prend de travail, de réflexion, de tout, enfin, les efforts que ça t'a demandé, etc. C'est Mm. quand même, c'est une. Bon, oui, d'avoir ta thèse, ton doctorat, tout ça, c'est une reconnaissance. Mais là, c'est encore une reconnaissance qui va plus loin de toi, en fait. Ouais, Et, ouais, ouais, carrément, ouais, ouais, carrément. meaning, enfin, ouais, d'avoir ce sens-là. Ouais. Et ce qui a été assez cool aussi, c'est que ma thèse, elle a été primée par le prix de thèse de santé publique du ministère de la Santé en 2024. Ok. Et ça, c'était vraiment, je trouve, un gros point fort pour nous, en fait, pour la kiné, pour l'évolution de notre champ d'activité, parce que, en fait, remettre un prix de thèse de santé publique sur un sujet qui est celui de la première attention en kiné, euh, c'est quand même c'est quand même, je pense, un message aussi politique de dire ben on veut soutenir ce type, enfin le développement de ces modèles et l'orientation du développement de la profession dans ce sens-là entre guillemets quoi. Et du coup j'ai trouvé ça assez chouette de pouvoir amener ce sujet-là dans un environnement tel que celui de la DGS, quoi, de la Direction Générale des Soins, Mm. de la Santé, pardon. Oui, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait. Et puis, ouais, l'impact que ça a, que ça aura, etc. Mm. Ouais, c'est chouette, ça donne vraiment du sens. Enfin, je répète ça, mais parfois, ça peut être tellement frustrant aussi de dédier autant de temps et de voir finalement que ça va nulle part et que Oui. parfois il y a des générations qui passent sans que ça ait un impact. Mm. Et Clairement, ouais, mais ouais, non, c'est précieux, ouais. Ok. clairement. Et il y a un autre truc aussi dont j'ai pris conscience pendant la thèse, c'est que c'est vrai qu'on a tendance à pas mal critiquer le modèle français. Enfin, tu vois, on est en retard, les autres pays ont déjà l'accès direct, la pratique avancée n'existe pas, etc. Je trouve qu'on a quand même des gros leviers en France, d'une part grâce à l'exercice coordonné et au développement des maisons de santé, des CPTS, parce que c'est vraiment des organisations de soins qu'on retrouve pas à l'étranger. Enfin, on retrouve difficilement des équivalents, en tout cas à l'étranger, et on a une vraie volonté de développer l'interprofessionnalité de plus en plus en soins primaires. Et ça, je trouve que ça va vraiment nous servir pour aller justement dans des modèles de délégation de tâches d'augmentation des champs de pratique de chacun. Et le deuxième point, c'est que tu vois là l'accès direct qui est passé finalement il y a quelques temps dans la loi, même si bon on est encore au MS, enfin, aux structures pluriprofessionnelles et CPTS dans certains départements. Ben, mine de rien, des pays qui ont l'accès direct avec une prise en charge sécu remboursée pour les patients, ben, ils sont pas si nombreux que ça. Et je pense que si on arrive à garder cet aspect-là et à déployer plus en plus cet accès direct en France et peut-être bientôt dans des CPTS hors des 13 départements expérimentaux, on a, bah, enfin, je trouve que c'est quand même vraiment un point qu'il faut pas négliger parce que c'est assez spécifique à ce qui se passe ici et c'est l'égalité d'accès aux soins est clairement pas la même dans d'autres pays, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, gentiment, c'est voir comment cette modalité d'accès aux soins peut mûrir par rapport au contexte singulier de la France. Mm, C'est comment carrément. il peut s'intégrer à ça. Mm, Tu vois, ça fait presque penser à ces histoires de. Alors, là, c'est plus dans le corps d'habitude, mais de bottom-up, en fait, où les MSP, les professionnels s'habituent à travailler entre eux, voient l'intérêt justement, à ce travail-là. Du mm, coup, ça aboutit sur des projets. Enfin, moi, c'est ce que je te disais, hein, on était parti pour carrément. monter un article 51, mais ça aboutit à des projets qui peuvent faire changer, et puis après influencer, Mm, etc. Et clairement, ces modalités-là, alors c'est très personnel, mais moi j'ai tendance à penser qu'elles ont peut-être plus une meilleure durée de vie, une meilleure viabilité quand ça vient des professionnels, plutôt que si c'est des lois qui imposent des changements, tu vois. Tout ça, mm. c'est rassurant, ouais. Mm. C'est rassurant. Ouais, c'est vrai. Et c'est tout à fait le principe aussi de ce qu'on appelle les protocoles locaux.
dans le sens où, oui, il y a des protocoles nationaux qui sont imposés, mais on peut aussi, en tant qu'équipe de soins primaires ou travaillant dans une MSP ou dans un centre de santé, se dire, bah voilà, aujourd'hui, c'est quoi nos problématiques et qu'est-ce qu'on veut mettre en place comme nouveau modèle qui y répondrait. Et en fait, on peut aujourd'hui déposer à l'échelle régionale des protocoles de délégation de tâches locaux qui pourraient éventuellement devenir nationaux si voilà, il y a un intérêt à ça. Mais bon, les modalités de financement sont pas toujours très très claires. Mais il y a quand même cette voie d'entrée et qui est une volonté de la pratique de terrain. Et d'ailleurs, les protocoles nationaux de coopération, à la base, sont rédigés par des équipes de terrain, quoi. Oui, ça émerge comme ça, ouais. Mm, Après, il c'est faut ça. voir comment. Enfin, tu vois, si jamais tu mets des choses en place. Nous on a pensé, et puis pas forcément en kiné, mais avec d'autres professions, etc., à tester des choses. Mais après, c'est la question de comment tu l'évalues. Est-ce que tu peux Ouais, l'évaluer suffisamment bien pour après en tirer des conclusions avec une valeur suffisante? Enfin, tu vois, c'est des. carrément. Ouais, et probablement qu'il y a des. Enfin bon, après, avec les structurations, le fait d'avoir des personnes responsables de la coordination dans les zones de santé qui sont vraiment dédiées à ça, etc., probablement que c'est plus Mm. facile aussi d'arriver à trouver des acteurs qui peuvent te permettre de faire tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai que ouais, cette dynamique-là va dans ce sens-là. Ok, bah écoute, super. Est-ce qu'il y avait un autre élément là, de ton expérience par rapport à l'étude là, dont tu voulais parler? Je sais pas, l'étude qualitative, là, ça vous Non, parle je de pense quoi? que... Ouais, Dans les, l'étude Cali, dans les, c'était... grandes. alors, on en a... Pardon. T'as dit quoi, pardon? Vraiment dans les grandes lignes, tu vois, toi, t'en retiens quoi, sans être dans un. Dans les grandes lignes, globalement, un très bon niveau de satisfaction des patients. Donc, on a interrogé que des patients qui avaient vu les kinés. Ouais, Euh, En fait, pour eux, ça leur paraissait logique d'être orientés vers un kiné pour un mal de dos. ok. Quel que soit le rôle du kiné, prescription, pas prescription, enfin voilà. En tout cas, la première intention était hyper logique. Ils avaient confiance, la plupart, les capacités du kiné à prendre en charge, même à leur prescrire ou pas un arrêt de travail, les médicaments, etc. Donc ça, c'était très chouette comme résultat. Et un résultat qui m'a marqué aussi, et c'est le titre qu'on a fait de cet article, c'est que de la part des patients, ils percevaient que c'était un modèle qui améliorait la collaboration entre les professionnels de santé. Et ils percevaient que c'était chouette parce qu'ils se rendaient compte que, en fait, oui, leurs médecins, leurs kinés se connaissent, parlent ensemble et qu'il y a des trucs qui se passent. Et j'ai trouvé ça assez cool que ça sorte de la bouche des patients, quoi. Ok. C'est intéressant parce que, alors, je t'embête un peu là, mais enfin, moi, à la fac à Brighton, ils sont très qualitatifs, tu vois. Ouais. Et alors, moi, j'ai pas tout compris du qualitatif, hein, parce que c'est un tel bazar que, mais bon, en tout cas, ma thèse de master, je l'ai fait sur une revue systématique d'études qualitatives. Enfin, voilà, j'étais un peu dans le champ du qualitatif quand même. Et tu vois, ce qui est rigolo, c'est que Ouais. je te pose la question, tu me réponds, les résultats étaient plutôt bons, tu vois. Et du coup, enfin, je sais plus Ouais, ouais. les patients étaient contents. Et là, tu dis, attends, elle me parle de quantitatif. Et en fait, non, t'es venu avec la logique. Je trouvais ça logique. Ils avaient confiance. Et tu vois, le truc, moi qui me surprend pas parce que c'est des mots qui viennent des patients que je reçois régulièrement. Le Mm, fait de savoir qu'on se connaît, euh, mm, ça a tellement de poids. Moi, j'ai plein de patients qui m'ont dit. Et du coup, je suis sûr qu'il y a plein de patients qui le pensent mais qui le disent pas, tu vois. Et j'ai mm, quand même plein de patients qui m'ont dit. Et en plus, enfin, après, ça dépend, hein. Si c'est des maisons de santé où ils bossent sur le même site, c'est sans doute plus exacerbé. Mais si tu veux, moi, je bosse dans le cabinet médical, donc je suis dans le bureau du médecin. Tu ouais, vois. Donc, une fois sur deux ou trois, je suis dans le bureau de leur médecin, tu vois. ouais, ouais. Et donc, du coup, euh, Évidemment, vous vous connaissez, quoi. bah, oui, Il y a des chances, en tout cas. ouais, la salle d'attente, t'as un petit point pour moi. Enfin, tu sais, c'est séparé d'un point de vue légal, machin. Mais en tout cas, ils viennent au même endroit. C'est la même Bien sûr. secrétaire qu'ils appellent. Et puis, ils arrivent, ils sont au bureau du médecin. Mm, Il y en a plein qui te disent ça, quoi. Le fait de savoir mm, que vous bossez ensemble et tout. Et, mm. souvent, ça sort parce que, du coup, moi, j'ai pas mis de plaque. Parce que, du Ouais. coup, c'est. Voilà. Et, et, euh, et les patients, ils disent, mais en fait, le médecin m'a proposé, mais je savais même pas que vous étiez là et tout. C'est vachement bien, vous bossez ensemble. Enfin, tu vois, et souvent, ça vient comme ça. Mm, mm, mm. Ouais, ok. Ouais, c'est un super modèle, hein. Et la proximité géographique, elle est excellente parce que du coup,
tu te vois, tu te croises, tu te parles, même t'occupes le même bureau, tu vois. Bah, ouais. Toi, t'es dans un modèle qui est hyper intégré, quoi, au final, et c'est trop chouette pour les patients. Ouais, tu vois, j'en avais parlé avec Thomas, qui me parlait parce que je lui disais que je voulais me consacrer un petit peu aux problématiques d'épaule, et en fait, lui me dit, mais tu sais, on a un protocole qui est en place, etc., si tu veux l'utiliser pour de se mettre de ton côté, tout ça. Et je lui dis, mais, alors bon, je sais pas si je devrais dire ça, mais, enfin, je sais pas si ça va te plaire, j'en sais rien, peu importe. En fait, je lui ai dit, mais tu sais, moi, dans ma situation, je sais même pas si j'en ai besoin. Parce que en fait, moi, le médecin, alors là, c'est pas une histoire de première intention, parce qu'on fait pas de première intention, il passe par les médecins, tu vois. Mhm. Mais juste dans la délégation de Mhm. tâches, en fait, moi, si j'ai un patient, il vient me voir, et je me dis là, il faudrait une imagerie peut-être, en fait, j'appelle le médecin, et, Mhm. et une fois sur deux, il vient, enfin, quand c'est nécessaire, il en sent le besoin, il sort de son bureau, il vient, et puis il Mhm. montre, il fait un truc, et le patient, il repart avec sa prescription, tu vois. Ouais, ouais. Bon, alors oui, ça prend un Et peu ça, de c'est temps. le modèle idéal. Mhm. Bah, tu vois, alors, ça prend un peu de temps au médecin, mais c'est le dernier exemple que j'ai eu. Alors, rien à voir avec l'épaule ou le dos, mais le dernier exemple que j'ai eu, c'était une dame qui avait très mal à la cheville, et en fait, qui avait des œdèmes pas Ouais. possibles à ses jambes, tu vois, donc tu voyais pas trop. Et en fait, bah, elle avait une rupture de tendon d'Achille, quoi. Mhm. Je lui demande de monter sur la pointe des pieds, sur les deux pieds, elle n'y arrivait pas. Je dis, attends, mais ça, c'est pas habituel quand même. Impossible. Je lui fais un signe Ouais, de Thompson, là, et puis en fait, il avait ça. J'appelle le médecin, il vient voir, je dis, bah regarde, là, elle me dit, ah ok, bah elle est repartie avec sa prescription d'échographie, tu vois. trop bien. Ouais. Et tu vois, donc Ouais. Et ça, c'est possible si tu bosses vraiment dans le même couloir et que tu as un bon niveau de communication. Et je pense que c'est un modèle qui est idéal pour les patients, quoi. En fait, quel que soit le niveau de collaboration, ce qu'on montre aujourd'hui dans la littérature, c'est que ça, c'est bénéfique pour les patients sur le plan du parcours de soins, de la lisibilité du parcours et tout ça, quoi. bien sûr. Mais bon, c'est sûr que, tu vois, si jamais c'est le kiné qui prescrit, oui, bah, le Mm. médecin, il n'a pas à sortir de son bureau, dérangement au téléphone, enfin voilà, tu vois. Oui, oui. Nous, on pratique Et puis tous les médecins sont pas accessibles de cette manière-là non plus. En tout cas, tous les kinés travaillent pas avec des médecins avec pas. une telle proximité. Donc, faut aussi réfléchir à d'autres modèles. Mais je pense qu'à l'échelle très locale, en fait, le meilleur modèle est celui qui convient le mieux à ceux qui sont sur place, quoi. Si vous, c'est votre manière de fonctionner, en fait, effectivement, vous avez certainement pas besoin d'un protocole de coopération, quoi. C'est vrai. C'est tellement. Voire ça vous compliquerait la vie Ouais, par rapport à ce que vous faites déjà, en fait. je pense, ouais. Mais c'est tellement important ce que tu dis. On est tellement. Bon, là, je vais partir trop loin, donc je vais pas dire longtemps, mais en fait, on est tellement. Bon, tant pis. J'ai écouté le podcast que Camille a fait avec euh, sur l'enseignement de la complexité en médecine, en études de médecine. Euh, et, Ouais. et en fait, je me suis dit, en écoutant ce truc-là, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train quand on enseigne aux étudiants, on n'est pas en train d'essayer de faire que des étudiants qui vont fonctionner de la même manière? Et je me suis dit, finalement, les patients, ils n'ont pas tous le même fonctionnement, ils sont différents. Est-ce qu'on n'aurait pas à y gagner à avoir une diversité de praticiens? Tu vois, quand tu es convaincu qu'il y a un modèle qui est meilleur que les autres, tu as tendance à vouloir rentrer tout le monde dans ce modèle-là parce que tu es convaincu de pouvoir y arriver. Carrément. Mais finalement, s'il y a une diversité de patients et qui ont besoin de choses différentes, bah, est-ce que ce serait pas Mm. intéressant d'avoir une diversité de praticiens? Alors pas à se mettre à faire n'importe quoi, hein, Bien sûr. on met des limites, mais tu vois, là, en fait, ce que tu dis, ça m'évoque ça. C'est-à-dire que c'est pas Mm. parce que tu as défini un modèle qui est super intéressant qu'il peut pas y avoir d'autres modèles qui atteignent le même objectif, mais qui correspondent pas mieux à tel soignant, là, en l'occurrence. Et tu vois, et ça rejoint aussi le truc alors ça, je sais pas, hein, je sais pas ce que tu vas penser de ça, mais moi, il m'arrive de dire parfois que si jamais, tu vois, en formation, si jamais, je sais pas moi, il y a une méthode A qui a montré de meilleurs résultats qu'une méthode B, mais pas de très loin, et la méthode B, tu sais qu'elle est quand même supérieure à rien faire, bah si toi, tu te sens vraiment à l'aise avec la méthode B et que tu te sens pas du tout à l'aise avec la méthode A, je suis pas sûr que ça soit rendre tes services à tes patients, t'obliger à utiliser la méthode A, tu vois. Tu vois, et c'est Mm. des. Mm. Enfin, ouais. Carrément. Je sais pas, c'est peut-être un peu border ce que je dis, mais
mais je me pose un petit peu ces questions-là et de pas oublier le fait d'adapter à la personne qui emploie, le fait d'adapter aussi à la personne en face de nous et de se rappeler que quand ça a été étudié, il y a plein de critères où la validité interne peut être très forte, mais il y a tellement de complexité qui s'ajoute après avec la vraie vie que Mm. ouais, C'est clair. c'est important on ait ce recul-là en tant que thérapeute et qu'on puisse faire une pratique informée par les données de la science, mais pas. Mm. Voilà, bref, donc j'ai Non, c'est clair. Non, non, mais je suis hyper d'accord avec toi. Puis je pense que en plus qu'on évalue dans la science, on se rend bien compte que il y a des limites aussi à ce qu'on peut évaluer. Il y a plein de limites qui sont celles des interventions non pharmaco, ne serait-ce que pas pouvoir mettre les gens en aveugle ou ce genre de choses. oui, Euh, et du coup, bah oui, en fait, la place de l'expérience clinique et la place des préférences patients, elles sont centrales aussi, quoi. Aussi bien que celle de la preuve, quoi, finalement scientifique. ouais. Et tu vois, on pourrait avoir tendance à se dire les personnes qui sont, bah, entre guillemets, très académiques, qui sont beaucoup dans la recherche, etc., auraient peut-être trop ce biais-là de dire, mais si ça c'est mieux, faut faire ça. Mais en fait, je pense que tu vois, ce que tu disais par l'expérience, le fait de voir comment se passent ces études-là, bah, au contraire, ça te donne du recul. Ouais, ouais, Donc, carrément. il y a vraiment de la nuance à mettre parce que tu vois ces choses-là. Ouais. Mais par contre, ouais, ce qu'elle disait aussi dans le podcast, et ce qui est vachement important à rappeler, c'est que ces données-là, elles sont super importantes en fait. Ça veut pas dire qu'il faut pas les Mm. chercher non plus. Donc, c'est juste trouver le bon équilibre là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, Donc, en tout cas, voilà, merci, merci en tout cas pour ce partage-là. Est-ce que tu as avec plaisir. quelque chose? Il y a juste un dernier truc dont je voulais parler, mais aussi parce que je pense que c'est intéressant qu'on fasse connaître un peu ce truc-là. On a commencé à développer l'OPSIC, c'est un observatoire des parcours de soins innovants en kiné. Et je voulais juste le dire à la fin là parce que l'idée c'est de continuer les études là-dessus. On n'est clairement pas sur, enfin il y a encore beaucoup de travail de continuer à étudier ces modèles de soins, d'accès direct, de délégation de tâches, de créer un peu une base de données de kinés investigateurs qui sont prêts aussi à s'engager dans ce type d'études. Et cet observatoire, il est fait pour ça. Donc, on l'a monté à Grenoble, c'est OPSIK, et on va continuer à communiquer un petit peu sur ce sujet-là dans les prochains mois, prochaines années. Mais je pense qu'il y a un vrai enjeu à se rassembler aujourd'hui pour, en tout cas pour tous ceux et celles qui sont intéressés par ces modèles-là, pour qu'on ait une force un peu collective et qu'on continue les recherches sur le sujet, quoi. Ouais, super chouette. Habituellement, c'est ce que je propose à la fin à mes invités, tu vois, c'est de partager des projets bah, justement qu'ils ont envie de partager. Cool. J'ai pas pensé à te dire en début d'épisode. Ouais, D'ailleurs, bah, tu vois, vraiment, tu vois, t'es vraiment pile dans le truc. Donc merci, impeccable. merci. Avec plaisir. Et, et clairement, je pense, alors bon, après c'est que moi dans ma tête, hein, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes intéressées par ces démarches-là, mais qui sont toutes seules Mm, dans leur cabinet ou qui sont à deux ou trois, et mm, de savoir ça, enfin d'avoir ce cadre-là qui est possible, ça peut vraiment, vraiment faire émerger des choses intéressantes parce il y a des personnes qui sont, je pense, très intéressées, enfin très intéressées, très intéressantes, qui développent des choses. Et tu vois, moi, c'est pareil, je crois beaucoup dans le fait de... il y a des personnes qui arrivent à faire des choses qui ne sont pas forcément étudiées mm, et d'arriver à voir, au moins à étudier les résultats de ce que font les gens pour se dire, bah oui, c'est vraiment une piste intéressante et du coup, si elle est identifiée, qu'on puisse la diffuser, ou bah mm, non, finalement, c'est pas une piste si intéressante et du coup, bah, peut-être lever le pied, tu vois. mm. C'est tellement important. Et donc après, bah là, tout ce que tu amènes là, c'est le positionnement de la profession bah, dans ce contexte médical de soins, etc. Qui, qui devra, j'espère, participer à la légitimité bah, qu'on peut continuer de construire et une meilleure reconnaissance à plein d'aspects. Donc, ouais, donc bah écoute, cool. De toute façon, j'imagine, tu vois, si tu fais ça, c'est parce que ça te botte. Hein. Ouais, ouais, carrément. Euh, Ça m'intéresse. euh, D'ailleurs, je conseille à toute personne se lançant dans une thèse de se lancer sur un sujet qui l'intéresse. Mais oui, oui, vraiment, c'est par intérêt ouais, intellectuel et même personnel en fait, parce que à la toute base, ce qui m'a fait partir sur ce sujet-là, c'est le fait de me dire, ben, quelles sont nos perspectives d'évolution en tant que kiné
de carrière, quoi, finalement. Ouais. Enfin, même pas au sens, je parle pas au sens salarial, enfin salarié du terme, mais au sens de l'évolution de la compétence, tu vois. Ouais, ouais. Et j'avais besoin. Et quand j'ai découvert la pratique avancée, je me suis dit, mais ça, c'est un vrai levier de stimulation des professionnels. Enfin, en tout cas, moi, je m'y retrouvais complètement dans le fait de me dire, bah, moi, je verrais bien ma pratique clinique évoluer dans ce sens-là, quoi. Et, euh, et du coup, au sens de la clinique, c'est aussi ce que je trouve très intéressant. Ouais. C'est sûr. Et encore une fois, il y a des gens à qui ça parlera pas, et c'est OK. En Carrément. fait, Ouais, ouais. on n'a pas besoin d'avoir que des, des kinés en pratique avancée, en fait. Non, non, bien sûr. Il y en Ouais, a, il faut ouais. que ce soit des gens à qui ça parle, et Mm, il faut vraiment une diversité pour répondre aux besoins. Donc, ouais, ok, bah, carrément. super. Le truc qui te botte et qui a un impact sur la profession, et ouais, ça c'est vraiment chouette. Ah ouais, faire une thèse, oh là là. Thèse imposée par quelqu'un, mais ça, franchement, ça peut être. T'imagines? Ah non. Laborieux, quoi. Ça existe, hein, mais comment c'est possible? Ouais, ouais, ça existe, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est bien de savoir pourquoi on se lance sur ce sujet-là et pourquoi on se lance de manière générale dans le cursus, quoi. Ah ouais, Après, parfois, les réponses, elles viennent en cours de route, mais tu m'étonnes. Ok, bah écoute, merci Amélie pour avec grand plaisir. et puis pour tous ces échanges et ces infos-là. C'est cool d'avoir des insights euh, vraiment, bah, de comment ça se déroule, etc. Parce qu'on ne Mm, parle pas souvent. Voilà, j'espère que ça c'est chouette. va intéresser pas mal de gens. Si par rapport au projet dont tu parlais tout à l'heure, là, vous avez un site, une adresse mail, quelque chose, ou comment ils Oui, contactent il y a une adresse mail et il y a un site. Toutes les infos, elles sont sur le site du laboratoire TIMC, donc c'est TIMC. En fait, en tapant OPSIC TIMC sur Google, enfin, vous tomberez sur la page et toutes les infos sont là. Ça marche, ok. Bon, bah voilà. Si il y a des personnes intéressées qui n'hésitent pas à contacter. Si jamais, peu importe s'ils ne trouvent pas autre, vous pouvez envoyer un mail à contact agence BP si vous avez des choses. Voilà, on va pas donner ton adresse mail à toi, mais si jamais il y a des personnes qui veulent te contacter, éventuellement ils envoient, et puis Oui, nous on transmettra, et puis après voilà, il y aura un filtre qui sera fait comme ça. carrément, Euh, avec grand plaisir. ça peut être intéressant. Il y a eu, j'avais fait un podcast avec une personne, une chercheuse à Marseille là, et Mhm. du coup elle a été contactée. Il y a des choses qui se sont faites, Trop bien. parce qu'elle cherchait des cliniciens en fait. Ouais, Vu ouais, qu'elle était vraiment dans la recherche biomédicale et tout. Donc voilà, si ça peut avoir un impact comme ça, ce serait vraiment cool. Et puis bah sinon, j'espère que ça vous aura intéressé. Et écoute, Amélie, au plaisir de te revoir une prochaine fois. carrément. Bah, merci Guillaume en tout cas de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet. C'était trop chouette de pouvoir échanger là-dessus. Avec plaisir. Merci à Et toi. puis, on se reverra une prochaine fois, certainement. Ça roule. Salut! À bientôt, ciao!